Chapitre 1. Les ennuis à la garden party du presbytère. Le soleil de l'après-midi filtrait délicatement à travers les branches des châtaigniers qui bordaient la pelouse du presbytère, projetant des ombres tachetées sur les nappes et les chaises en osier blanc. La garden party annuelle battait son plein, une tradition de douce rivalité entre les dames de Marleycombe, où les gâteaux éponges étaient jugés avec un sérieux mortel, et où le sirop à la rose de Madame Thistlethwaite était à la fois craint et admiré pour sa puissance. Au fond de la pelouse, juste au-delà des anneaux de croquet et des banderoles qui flottaient allègrement dans la brise légère, Miss Jane Marple était assise, son tricot sur les genoux, observant le doux bourdonnement de la vie du village, avec ses yeux bleus perçants qui ne manquaient de rien. Arrivée tôt, comme à son habitude, elle avait pris une chaise près du treillis de rosiers, un poteau discret offrant une excellente visibilité. Miss Marple avait toujours cru qu'il fallait voir les choses par soi-même, tranquillement depuis les bords. « Avez-vous entendu ?» murmura Madame Willowden en se penchant plus près de sa compagne, « que le nouveau curé du révérend Alton est divorcé. » Imaginez un homme divorcé, prononçant des sermons sur le caractère sacré du mariage. C'est carrément indécent. Miss Marple haussa un léger sourcil, mais ne fit aucun commentaire. Elle avait entendu parler du curé, bien sûr. Monsieur Giles Hadlow, grand, poli et bien trop réservé, était arrivé à Marleycombe 3 semaines auparavant. Elle avait observé son étrange malaise auprès des femmes d'un certain âge, et remarqué aussi sa façon de toujours observer les mains plutôt que les yeux. Un homme au secret peut-être, mais pas forcément malicieux. Mais ce n'est pas M. Hadlow qui a suscité le véritable engouement cette année. Cette distinction revient à Madame Emery, ou plutôt veuve Emery, revenue au village après 10 ans d'absence, paraissait plus mince, plus riche et considérablement plus mystérieuse qu'à son départ. La rumeur courait qu'elle était allée en Italie, ou peut-être sur la Riviera, selon les sources. Son défunt mari, Arthur Emery, était mort à l'étranger, étrangement vite, murmuraient certains, et lui avait laissé une fortune considérable. Madame Emery tenait sa cour près de l'urne à thé, parlant avec le docteur Penrose, le médecin du village, et M. Félix Dean, l'avocat à la retraite dont les yeux s'attardèrent beaucoup trop longtemps sur son collier, un curieux médaillon en argent qui brillait étrangement au soleil. « C'est un chandelier », dit la petite Milly Longhurst en levant les yeux vers le collier. Elle avait peut-être 9 ans, était la fille de l'institutrice et n'avait aucune ruse. On dirait un chandelier, non? La main de Madame Emery se porta brusquement au pendentif, comme si elle avait été piquée, et pendant un instant, son attitude vacilla. Le docteur Penrose le remarqua aussi. Ses lèvres se pincèrent, mais ce fut Miss Marple, à quelques mètres de là, sous couvert de se cacher, qui vit les jointures de la femme blanchir autour de la chaîne. « Un héritage familial ?» dit enfin Madame Emery, la voix redevenue douce. « Du côté de ma grand-mère ?» Milly cligna des yeux. « Alors pourquoi la fermes-tu à clé si elle s'ouvre ?» Avant que Madame Emery puisse répondre, un cri aigu retentit près de la table à gâteaux. Un homme trébucha en avant, se tenant la poitrine. C'était M. Crispin Vale, l'horloger local. Entre tous, et il s'effondra sur les genoux d'une Miss Coulter sans méfiance, qui poussa un cri perçant comme un pont. Le chaos fut immédiat. Les assiettes s'entrechoquèrent, le thé se renversa, et Madame de Cam s'évanouit. Le docteur Penrose fut aux côtés de M. Vale en quelques instants, réclamant de la place. Les gens se pressèrent, comme dans les petits villages, à la fois horrifiés et d'une curiosité maladive. Miss Marple, se déplaçant plus rapidement qu'on ne pourrait l'attendre d'une femme de son âge, arriva juste à temps pour entendre les derniers mots rauques de M. Vale. « C'était le chandelier. » Et puis il est parti, 1 heure plus tard. Le jardin du presbytère était vidé de ses invités et rempli de policiers. L'inspecteur Frankley était arrivé de Muchwellow avec l'air las d'un homme espérant un dimanche tranquille. Il était petit, l'air constamment emporté par le vent, et portait derrière l'oreille un crayon qu'il ne semblait jamais utiliser.
Des causes naturelles, docteur? Demanda-t-il vivement, en regardant le corps maintenant étendu sur un drap de lin blanc. Le docteur Penrose secoua la tête. Anormal, j'en ai peur. Les symptômes suggèrent la strychnine. Action rapide. Violente convulsion. Ce n'était pas son cœur. J'aurais parié ma vie là-dessus. Quelqu'un a apporté du poison à une garden party paroissiale, murmura l'inspecteur. Je suppose que le concours de gâteaux vient de devenir un peu plus compétitif. Miss Marple, qui s'était réfugiée dans le bureau du vicaire avec une tasse de thé sans sucre, paraissait pensive. Elle aimait rarement parler trop vite, mais quelque chose, dans les derniers mots de M. Val et l'étrange réaction de Mme Emery à la remarque innocente de l'enfant, la piqua comme une aiguille dans de la laine. L'inspecteur passa la tête dans la pièce. « Ah, Miss Marple, j'espérais vous parler. Vous étiez tout près du défunt, je crois. » Elle sourit doucement. « Assez près pour l'entendre parler, oui. Quelque chose d'utile ?» Il a dit « le chandelier ». L'inspecteur se gratta le menton. « Un chandelier ?»« Quel chandelier ?»« C'est ce que je veux découvrir, » dit Miss Marple en sirotant son thé. Dehors, le village de Marlécombe s'était immergé dans un silence inquiétant. On décrochait les banderoles, on repliait les tables. Mais quelque chose persistait dans l'air estival, une aigreur, une note inachevée. Et dans un coin de son salon de Church Lane, Miss Marple retourna à son fauteuil, son tricot intact. Son esprit, cependant, brodait déjà quelque chose de bien plus complexe que du fil. Elle devrait faire quelques visites polies, poser quelques questions apparemment futiles, et surveiller de très près Madame Emery et ce curieux petit pendentif qui ressemblait beaucoup à un chandelier. Un pendentif qui, peut-être, contenait plus que de la cire dans sa tige d'argent. Chapitre 2. Le médaillon qui ne devrait pas s'ouvrir le lendemain matin. Lumineux et d'une gaieté inquiétante, comme si le ciel de Marlécombe était déterminé à ignorer les terribles événements de la garden party. Mais parmi les roses et les ruelles pavées, le village bouillonnait d'une énergie inquiète. Rien ne perturbait autant le rythme social d'un lieu qu'une mort soudaine et publique, surtout lorsque cette mort était accompagnée d'une dernière phrase énigmatique et de murmures de poison. À 8h30 précises, Miss Marple s'installa dans sa routine habituelle du petit déjeuner. Un œuf à la coque, une tranche de pain grillé légèrement beurré, et le Times plié avec une précision militaire. Mais l'œuf fut à peine touché et le pain grillé refroidi sans une bouchée. Son esprit n'était pas préoccupé par les gros titres internationaux, mais par deux détails très intimes. Un médaillon en forme de chandelier et les derniers mots de M. Crispin Vale. Elle connaissait Crispin depuis des années. Un horloger aux manières douces, méticuleux sur le temps, mais jamais désagréable. Il n'était pas connu pour être malade et n'avait pas le sens du drame. Qu'il s'effondre si soudainement, à la vue de tous et avec une phrase finale aussi étrange. Cela ne lui plaisait pas. À 9h, elle est allée chercher son chapeau. Son premier appel du matin fut au cabinet du docteur Penrose, un modeste bâtiment à la façade blanche, orné de lierre grimpant et d'un heurtoir en laiton qui brillait comme de l'argent neuf. La salle d'attente était vide, à l'exception de M. Decam, dont les allergies étaient réputées saisonnières et sévères, et de Mademoiselle Partridge, qui ne manquait jamais une occasion de mentionner sa sciatique, qu'elle soit aiguë ou non. Le docteur Penrose sortit de son bureau, sa cravate légèrement de travers et son expression sombre. « Ah, Miss Marple, » dit-il en hochant la tête. « Vous n'êtes pas malade, j'espère. »« Pas du tout, docteur, » dit-elle calmement. « Mais je pensais peut-être vous demander un instant de votre temps pour un sujet d'intérêt général. » Il hésita, puis ouvrit la porte de sa chambre. « Entrez. » À l'intérieur, les étagères étaient garnies de manuels médicaux et une légère odeur de phénol flottait dans l'air. Miss Marple s'installa dans le fauteuil le plus proche de l'âtre. « Je serai direct, docteur. Vous étiez avec M. Vale à la fin. »« J'étais. Tu crois que c'était du poison ? » ?»« J'en suis presque certain. Son corps présentait des traces de strychnine.
mais nous en saurons plus après l'inspection du coroner. Il en avait ingéré peu avant de s'évanouir, peut-être dans une boisson ou un aliment. Ses symptômes ont commencé rapidement. Alors nous pouvons présumer, dit délicatement Miss Marple, que quelqu'un avait l'intention que ce soit rapide et public. Les yeux du docteur Penrose se plissèrent. « Vous pensez que c'était délibéré, mon cher docteur ?» dit Miss Marple. « Connaissez-vous quelqu'un qui apporterait de la strychnine à une fête de village ? Par hasard, cela semble avoir réglé le problème. » Du cabinet médical, Miss Marple remonta la rue principale jusqu'à Emery House, un cottage récemment modernisé en bordure de la verdure, où les volets avaient été peints d'un bleu vif et où un gravier à la mode avait remplacé la vieille allée en ardoise. La rénovation n'était pas passée inaperçue, pas plus que l'apparition de Madame Emery dans ses jupes en lin élégamment coupées, de celles qu'on achète à l'étranger et qu'on ramène chez soi pour prouver qu'on a bien vécu, échappé Angleterre. La femme elle-même a ouvert la porte, vêtue de vert pâle et tenant un roman à moitié lu. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix hésitante, je ne m'attendais pas à des visites si tôt. Je vous demande pardon, je ne resterai pas longtemps. Je me demandais simplement si vous étiez bien remis des événements malheureux d'hier. » Madame Emery cligna des yeux, son expression vacillante. C'était un véritable choc. « À nous tous, » acquiesça Miss Marple. M. Vail était un homme gentil et ponctuel. Il réglait toujours mes horloges à l'heure, même quand elles ne le demandaient pas. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Madame Emery, mais il disparut rapidement. « Je suppose, dit-elle, que nous devrions tous mieux gérer notre temps. »« C'est tellement vrai, murmura Miss Marple. « Et en parlant de temps, vous parliez avec le docteur Penrose et M. Dean quand c'est arrivé, je crois. » Une légère hésitation. « Oui, on parlait de l'Italie. J'ai passé quelques années à Florence, tu sais. C'est là que vous avez perdu votre mari, dit doucement Miss Marple. « C'est tellement tragique. » « Oui. » Un éclair, chagrin, agacement, calcul traversa son visage. Une crise cardiaque. Comme c'est soudain, dit Miss Marple, même si parfois le cœur peut donner l'alerte si on écoute attentivement. Comme une horloge, j'imagine. Un tic-tac qui devient irrégulier. Madame Emery eut un sourire crispé. « Vous n'êtes pas venu pour parler d'Arthur, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non. Seulement, on entend des choses. Que votre médaillon est assez inhabituel. Un chandelier, n'est-ce pas ?» Milly Longhurst la trouvait très étrange. La main de la femme se porta à nouveau à son cou, un mouvement inconscient, rapide et protecteur. « Oui, dit-elle. Un cadeau de mon mari, il y a des années. On aurait dit qu'il allait s'ouvrir. Ce n'est pas le cas. » Miss Marple laissa le silence s'éterniser. Les enfants remarquent souvent ce genre de choses. Et M. Vail, ses derniers mots concernaient un chandelier. Curieuse coïncidence. Les jointures de Madame Emery blanchirent à nouveau. Il devait délirer. « Oui, dit Miss Marple. Et pourtant, c'est souvent dans le délire que la vérité s'échappe. Quand l'esprit perd sa prudence, son filtrage civilisé, Madame Emery se leva brusquement. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un appel à passer. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en se levant. « Vous avez été très gentil. » De retour dans son cottage, Miss Marple était assise près du feu, une seule note posée sur ses genoux. Pendentif chandelier, recherchez l'origine. Strychnine, dernière fois disponible en pharmacie. Demandez pourquoi Vail, pourquoi maintenant. Et en dessous, dans sa plaque de cuivre soignée, on tue rarement sans prévenir. Il y a toujours une histoire ou une habitude. Elle repensa aux doigts de Madame Emery serrant le pendentif, à l'éclat d'une énergie folle derrière son sourire raffiné. Une femme revenue à Marleycombe, non pas pour renouer des liens, mais pour fuir quelque chose. Ou peut-être quelqu'un. Miss Marple n'était pas prête à tirer de conclusion. Mais elle savait ceci. Lorsqu'un mourant nomme un objet et qu'une femme sursaute à sa simple évocation, il faut examiner cet objet de très près, parce que parfois, un chandelier fait plus que contenir une flamme. Cela pourrait contenir un secret. Chapitre 3. Le grand livre de l'apothicaire. Bien que Marleycombe
fut un petit village en grande partie autosuffisant. Il s'accrochait encore à quelques institutions très anciennes, le conseil paroissial, l'Institut des femmes et, bien sûr, l'apothicaire de Hargrave, une boutique étroite et grinçante nichée entre le bureau de poste et l'épicier, sentant légèrement la lavande, le camphre et quelque chose de plus astringent que Miss Marple ne pouvait jamais vraiment situer. M. Cédric Hargrave, son actuel et unique propriétaire, était un homme d'une soixantaine d'années, mince et voûté, aux sourcils gris pâle qui se rejoignaient et lui donnaient une expression méfiante. Il avait hérité de l'apothicairerie de son père et considérait les chimistes modernes comme une sorte de progrès vulgaire, raison pour laquelle il persistait à préparer ses toniques à la main et à étiqueter ses bocaux avec une plaque de cuivre impeccable. Miss Marple lui rendit visite à 10 heures précises le matin, suivant sa conversation avec Madame Emery, un moment où elle avait appris, grâce à de longues observations, à être suffisamment calme pour répondre aux questions, mais suffisamment tard pour que les ragots commencent leur tourbillon quotidien. Elle poussa la petite porte verte et pénétra dans la fraîcheur intérieure. Une minuscule cloche de cuivre tinta au-dessus de sa tête, et M. Hargrave leva les yeux de son mortier et de son pilon. « Ah, Miss Marple, un liniment au camphre? Ou vos sels de lavande habituels? »« Ni ce matin, dit-elle gentiment, bien que ta lavande soit toujours très apaisante. Non, je suis venu te poser quelques questions. Délicates. » Ses sourcils broussailleux se haussèrent d'un cran. À propos d'hier, sans doute. Tout le village est déjà en émoi. Pauvre Vail, je ne l'aurais jamais cru du genre dramatique. Moi non plus, acquiesça Miss Marple en s'approchant. Et pourtant, il était là, dramatique jusqu'au bout. Convulsions, derniers mots, et tout. J'imagine que le verdict du coroner est toujours en attente. Monsieur Hargrave hocha la tête. L'autopsie est prévue demain, je crois. Tout à fait. Mais le docteur Penrose soupçonne la présence de strychnine. Ce n'est pas un produit courant dans une maison, n'est-ce pas? Il plissa les yeux. Non, madame, ce n'est pas vrai. La strychnine est un alcaloïde mortel. On ne l'utilise plus ouvertement depuis des années. Une fois contre les rats, bien sûr, mais nous avons de meilleures solutions maintenant. C'est strictement réglementé. C'est pourquoi j'ai pensé à demander, dit-elle doucement, si quelqu'un dans le village a demandé ou acheté un composé qui pourrait, après examen, contenir une telle substance. M. Hargrave renifla. Vous me demandez de violer les confidences de mes clients, mademoiselle Marple. Pas du tout, répondit-elle d'une voix douce comme du beurre. Je demande simplement si rien. Quelque chose d'inhabituel a été porté à votre attention. Une chose vague et anonyme. Une curiosité. Il la regarda un instant, comme s'il se demandait si on pouvait lui confier les clés du royaume. Eh bien, dit-il enfin, il y a eu une enquête assez particulière il y a 3 semaines. Un jeune homme, pas du coin. Oh, un inconnu. Il m'a dit qu'il était de passage, cherchant quelque chose pour se calmer. Il m'a demandé précisément si j'avais des teintures de Nux vomica en stock. Nux vomica, répéta Miss Marple pensivement. La source de la strychnine, n'est-ce pas? Il hocha la tête d'un air sombre. Je lui ai dit que ce n'était pas une substance que je distribuais à la légère. Il est reparti les mains vides, non sans m'avoir demandé si je connaissais quelqu'un d'autre au village qui pourrait vendre des vieilles choses. Tonics, potions, curiosities. C'est inhabituel, dit Miss Marple. Avez-vous déjà appris son nom? Non. Mais il portait un manteau bleu marine avec une déchirure à la manche et un cartable cabossé. Un de ces types d'étudiants, j'imagine. Il avait l'air intelligent mais nerveux. Miss Marple nota mentalement. Et dans vos archives, personne du coin? Aucune recette contenant de la strychnine? Même des traces? Monsieur Hargrave hésita, puis prit un mince volume relié en cuir sur l'étagère derrière lui. Il tourna quelques pages avec des doigts prudents et tachés d'encre, puis secoua la tête. Seulement de la valériane, de la passiflore et de la camomille, des plantes apaisantes. Rien de nocif. N'hésitez pas à regarder. J'ai une confiance absolue en votre jugement, dit-elle,
même si elle jeta un bref coup d'œil à la page. L'écriture soignée de M. Hargrave détaillait chaque composé par son nom, son destinataire et son but. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant là-dedans, l'ordre au milieu du chaos. Mais, ajouta-t-il soudainement, il y a autre chose. Oh, il y a 3 jours, j'ai reçu une livraison que j'ai faite pas commande. Miss Marple se pencha, son sac à tricot reposant légèrement sur le comptoir. Un petit colis, sans adresse de retour, contenait une fiole, sans étiquette, dans un contenant en verre foncé, et un mot. Il le récupéra sous le comptoir et le lui tendit. Le papier était fin et jauni, l'encre maculée. On pouvait y lire « Pour un sommeil paisible », à utiliser avec parcimonie. Il n'y avait pas de signature. Les doigts de Miss Marple effleurèrent le bord de la note. Et où est la fiole maintenant? Je l'ai envoyée au laboratoire du comté pour analyse, répondit Hargrave. Je ne prends aucun risque. Très sage, murmura Miss Marple. Elle se leva et enfila ses gants. Merci, monsieur Hargrave. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Vous m'avez été d'une grande aide. Je n'aime pas les secrets dans ma boutique, dit-il d'un ton bourru, et j'aime encore moins le meurtre. Dehors, le soleil était plus haut dans le ciel, et le village s'animait au-delà de la routine. 2 enfants passaient en courant avec une corde à sauter, scandant une histoire de fête empoisonnée, tandis qu'un laitier saluait Miss Marple avec une courtoisie remarquable. Tout le village s'observait et s'observait les uns les autres. Miss Marple emprunta le chemin latéral qui menait à la résidence Vail. C'était une modeste maisonnette avec un jardin étroit et un portail étranglé par le lierre. Crispin Vail vivait seul, à l'exception d'un chat nommé Edwin et d'une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine. La gouvernante, Madame Rowntree, était là aujourd'hui pour étendre le linge. « Quelle tragédie !» dit-elle en se tordant les mains dans son tablier. « Je ne l'ai vu que ce matin-là, et il semblait en pleine forme. Il a dit qu'il allait à la fête pour un gâteau au citron et discuter. Il n'a pas dit un mot sur son malaise. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « A-t-il mentionné avoir rencontré quelqu'un en particulier ?»« Non, madame. » Il semblait préoccupé. « Pas vraiment nerveux, juste pensif. A-t-il reçu des visites récemment? Des lettres? Des livraisons? » Madame Rowntree semblait hésitante. « Une lettre est arrivée la semaine dernière. Un timbre étranger. Il n'en a pas parlé. Saurais-tu par hasard où il l'a gardée? » La gouvernante hésita. « Il y a un tiroir dans son bureau. Il y rangeait toutes ses affaires. Vous pouvez regarder, la police n'a encore rien pris. » À l'intérieur, Miss Marple trouva le bureau près de la fenêtre. Le tiroir était légèrement coincé, mais il se libéra en tirant dessus. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une lettre dans une enveloppe crème, oblitérée par Florence. Une 2e enveloppe, sans adresse, scellée à la cire rouge. Une petite clé en argent. Miss Marple approcha la clé de la lumière. Elle n'était pas plus grande qu'un dé à coudre, finement ouvragé et curieusement familière. Elle se souvenait du pendentif autour du cou de Madame Emery, un chandelier ouvert. Chapitre 4. La clé d'une vie verrouillée. Miss Marple resta un long moment debout dans le modeste salon de Crispin Vail, la petite clé en argent posée sur sa paume, comme un secret attendant d'être énoncé. Elle avait, comme elle l'avait soupçonné, exactement la taille et la forme qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un compartiment secret. Quelque chose de délicat, personnel et rarement ouvert. Elle glissa délicatement la clé dans son sac à main, après l'avoir examinée à la recherche d'initiales ou de symboles. Il n'y en avait aucun. Une clé simple et élégante, mais pas si simple, compte tenu du pendentif étrange qui pendait au cou de Madame Emery. Un chandelier qui ne devrait pas s'ouvrir, et qui, peut-être, s'ouvrait. Il y avait aussi la lettre, oblitérée à Florence, avec le nom de M. Vail, écrit d'une écriture penchée et bouclée. Elle ne l'ouvrit pas. Ce serait pour les autorités.
mais le cachet de la poste datait d'à peine 2 semaines. Curieux. La seconde enveloppe, en revanche, celle sans adresse et scellée à la cire rouge, n'avait ni cachet ni retour. Son papier était anglais, épais, cher. Il y avait une légère odeur de bergamote. Jetant un coup d'œil vers la cuisine pour s'assurer que Madame Rowntree s'occupait toujours de son linge, Mademoiselle Marple glissa la lettre dans son sac. Non pas pour la cacher, mais pour la protéger. L'inspecteur comprendrait le moment venu. Son contenu pourrait révéler des informations sur l'état d'esprit de M. Val, ou peut-être sur sa connaissance du passé, d'une certaine veuve. Elle sortit du cottage aussi silencieusement qu'elle y était entrée, le portail du jardin grinçant faiblement derrière elle. Et tandis qu'elle retournait vers la verdure, ses pas s'accélérèrent avec une certitude née d'une longue expérience. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Elle ne distinguait pas encore clairement l'image, mais elle en sentait la forme émerger. De retour à son cottage de Church Lane, Miss Marple était assise dans le salon avec une tasse de Darjeeling léger et un biscuit au beurre. L'air sentait le chèvrefeuille et la cire d'abeille, et le tic-tac de l'horloge de la cheminée l'accompagnait tandis qu'elle révisait ce qu'elle avait appris. Observation 1. Le pendentif de Madame Emery avait la forme d'un chandelier, et elle était visiblement bouleversée lorsqu'on en parlait. Observation 2. M. Val est décédé subitement, en public, après avoir prononcé les mots « le chandelier ». Observation 3. Une clé, petite et précise, avait été retrouvée dans son tiroir privé, ainsi que des lettres laissant penser à une correspondance étrangère. Observation 4. Un jeune homme étrange s'était récemment renseigné auprès de l'apothicaire sur la noix vomique, un lien possible avec l'empoisonnement. Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences. Dans les petits villages, les coïncidences étaient rares. Il s'agissait généralement de vérités, soigneusement enfouies, qui tentaient de refaire surface. Elle prit son téléphone, un modèle noir à cadran, rotatif, et demanda à l'opératrice de la mettre en relation avec l'inspecteur Franklin à Much. « Wello !» Lorsque l'inspecteur est arrivé en ligne, il semblait à moitié distrait et complètement irrité. « Oui. »« Miss Marple, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?»« Je vous demande pardon de vous déranger, inspecteur, mais je crois avoir trouvé quelque chose d'intéressant pour cette affaire. » Il y eut une pause. « Je t'écoute. » À 4 heures de l'après-midi, l'inspecteur Franklin était assis, raide comme un piquet, dans le salon de Miss Marple, les yeux fixés sur la clé d'argent comme si elle allait exploser. Elle lui avait montré l'enveloppe scellée à la cire rouge, le cachet de la poste de Florence, et lui avait raconté ce qu'elle avait découvert chez l'apothicaire Hargrave. « Je dois dire, murmura-t-il, que vous avez fait pas mal d'enquêtes. J'observe simplement, corrigea-t-elle doucement, on remarque les choses, surtout quand on vit dans un village depuis aussi longtemps que moi. Les gens se révèlent par de petites choses, pas par de grandes. » Il tapota l'enveloppe. « Tu crois que ça appartenait à Madame Emery ? Je crois que c'est peut-être lié. Vous vous souviendrez que les derniers mots de M. Val concernaient un chandelier, et cette clé, si je ne me trompe, correspond au compartiment caché du pendentif qu'elle porte. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? C'est ce que nous devons découvrir, je pense, dit Miss Marple avec un sourire. Il n'était pas facile de convoquer Madame Emery sans éveiller les soupçons. Mais Mademoiselle Marple avait appris depuis longtemps que le meilleur moyen d'obtenir la vérité était de boire du thé et de faire preuve de civilité. Elle invita la veuve à bavarder. Une tasse de thé réconfortante après une semaine aussi épouvantable. Et Madame Emery, toujours soucieuse de préserver les apparences, accepta. Elle arriva à 5h30 précises, vêtue de soie grise et arborant son habituel sourire réservé. Le pendentif pendait à son cou. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle d'un ton léger. « Pas du tout, » répondit Miss Marple en versant du thé avec une aisance éprouvée. « Je trouve toujours qu'une tasse et un coin tranquille aident à se remettre d'un choc. » Madame Emery accepta la tasse, mais
Ses yeux étaient méfiants. J'imagine que tout le village parle encore du pauvre monsieur Veil. C'est vrai. Et à propos de ce qu'il a dit juste avant de mourir. Madame Emery se raidit légèrement. Tu veux dire le chandelier? Exactement. C'est plutôt étrange, non? Madame Emery sirota son thé. Il délirait. C'est possible. Mais voyez-vous, j'ai toujours pensé que dans les moments de grande détresse, les gens disent exactement ce qu'ils pensent. Silence. Miss Marple continua de sa voix calme et non menaçante. Puis-je vous demander, ma chère, avez-vous déjà ouvert votre pendentif? La main de Madame Emery vola vers elle. Ça ne s'ouvre pas. Ah, tu vois, je pensais ça aussi. Et puis j'ai trouvé ça. Miss Marple fouilla dans son sac et posa la clé en argent sur la table. Madame Emery le fixa du regard, le visage décoloré. Elle ne dit rien. Je crois, poursuivit doucement Miss Marple, que cette clé ouvre le compartiment de votre pendentif. Et je crois que M. Veil en a découvert le contenu récemment, peut-être par correspondance. Cela pourrait expliquer la lettre de Florence. C'était un homme méticuleux. S'il avait soupçonné quelque chose, il aurait essayé de le confirmer. Madame Emery ne dit rien. Son thé avait refroidi. Miss Marple n'insista pas davantage. Elle attendit. Le silence avait le don de briser les façades les plus solides. Finalement, la veuve murmura « Vous ne comprenez pas. Alors aide-moi à comprendre. » Elle retira le pendentif avec des mains tremblantes et le posa sur la table. C'était celui d'Arthur. Il l'a fait faire avant notre départ d'Angleterre. Il a dit que c'était pour des raisons sentimentales. Je n'ai jamais su qu'il était ouvert. Pas vraiment, jusqu'à sa mort. Tu l'as ouvert? Elle hocha lentement la tête. Et qu'as-tu trouvé? Madame Emery la regarda, les yeux écarquillés et remplis d'une vieille douleur. Une confession, murmura-t-elle. Une confession écrite. À propos d'une fille. Elle s'appelait Evelina Marsh. Il l'a poussée d'une falaise à Capri. Il a dit que c'était un accident, mais dans la lettre, il l'a admis. Elle menaçait de révéler quelque chose. Du chantage. Il a paniqué. Tu l'as dit à quelqu'un? Non. Qui me croirait? Arthur était mort. Les autorités italiennes avaient classé l'affaire comme un accident. Et puis, la lettre n'était pas signée. Mais c'était dans sa main? Elle hocha de nouveau la tête. Je l'ai cachée. J'avais honte, horrifié. J'aurais voulu le brûler, mais je n'ai pas pu. Et M. Val? Je crois qu'il l'a découvert. Il était toujours précis, toujours attentif aux détails. Peut-être m'a-t-il vu ouvrir le pendentif. Où en a-t-il trouvé mention dans les affaires d'Arthur? Je ne sais pas. Mais il m'a écrit. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer, et puis... Elle détourna le regard. La voix de Miss Marple était très basse. Et puis, il est mort. Lorsque l'inspecteur Franklin émergea de derrière le rideau de la cuisine, Madame Emery pâlit. Elle ne l'avait pas remarqué. C'était justement le but. « Vous comprenez ?» dit-il. « Nous aurons besoin de cette lettre. Pour une analyse graphologique, au moins. » Madame Emery hocha la tête, brisée et résignée. Alors qu'elle lui tendait le pendentif, la clé s'enclencha doucement dans la serrure cachée. La base du chandelier se dévissa. À l'intérieur, un morceau de papier plié et jauni. Une seule ligne, écrite de la main d'Arthur Emery. Elle m'a menacé et je l'ai lâché. Pas de nom, pas de signature. Mais ça suffit. Chapitre 5. La fille de Capri, lendemain matin, une légère bruine donnait aux rues de Marlécombe un éclat vitreux. Les pavés étaient glissants et les haies tremblaient sous les gouttes de pluie. C'était le genre de matinée anglaise qui étouffait les bruits et encourageait les secrets à rester cachés. Miss Marple, cependant, était déjà levée, vêtue de sa jupe en tweed, la plus épaisse, et d'un imperméable robuste, son chapeau soigneusement épinglé. Debout à son bureau, près de la fenêtre du salon, elle repensait aux événements de la veille. Les aveux de Madame Emery, bien que partiels, avaient ouvert une porte obscure sur un passé dont le village ignorait l'existence. Evelina Marsh. Un nom prononcé pour la première fois à Marlécombe. Un nom associé à des falaises lointaines et à des morts silencieuses. Et maintenant, un meurtre en plein jour lors de la fête du presbytère.
Miss Marple a noté une chose dans son petit carnet bleu, celui qu'elle réservait aux affaires particulièrement délicates. Evelina Marsh, poussée d'une falaise à Capri. Prétendu aveu d'Arthur Emery. Pourquoi Crispin Val l'apprendrait-il maintenant? Avait-il l'intention de la dénoncer? Elle souligna cette dernière phrase à 2 reprises. Puis, jetant un dernier coup d'œil au ciel humide, elle partit rendre visite à la seule personne du village qui en savait peut-être plus sur les morts étrangères, les familles obscures et les scandales oubliés depuis longtemps, M. Félix Dean Poem. Dean avait été avocat à Londres avant de prendre sa retraite à Marley-Combe il y a 10 ans, fort d'une collection de jeux d'échecs anciens et de la réputation de connaître les affaires des autres avant eux. Il vivait dans une maison appelée Elmshade, qui, insistait-il, ne comportait aucun orme, mais beaucoup d'ombre pour éveiller les soupçons. Il ouvrit la porte avec son geste théâtral habituel. « Ah, Miss Marple, » dit-il avec un léger sourire. « Entrez, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes venu au sujet de notre regretté ami Monsieur Val, entre autres choses, » répondit-elle. « Je crois que vous avez connu feu Arthur Emery. » Dean la conduisit dans un salon rempli de livres de droit et d'un globe terrestre plutôt poussiéreux. Professionnellement, oui. J'ai rédigé pour lui des contrats de propriété et réglé quelques litiges mineurs concernant des limites de terrain. Et sa femme? Ah! Il lui versa une tasse de café sans même demander. Voilà une femme ambitieuse, pas au sens vulgaire du terme. Elle ne recherchait pas l'attention, mais elle appréciait la liberté. Elle voulait quitter la vie de village dès leur mariage. Avez-vous déjà rencontré Evelina Marsh? Monsieur Dean s'arrêta, la cafetière à moitié inclinée. Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis très longtemps. Alors vous avoir, je l'ai entendu? Oui, dit-il lentement, mais pas à Marley-Combe. La famille Marsh avait une fille, Evelina, qui avait déménagé à l'étranger au début de la vingtaine. Elle était connue pour son indépendance. Une de ses filles, qui portait le pantalon avant que ce soit respectable. Elle correspondait cependant avec quelqu'un d'ici. Je me souviens avoir vu une lettre d'Arthur Emery qui lui était adressée, il y a des années. Était-il impliqué dans une relation amoureuse? Je ne saurais le dire. Arthur était discret et je ne suis jamais indiscret, officiellement du moins. Mais il y avait des rumeurs. Elle a vécu à Naples un temps, puis à Capri. Elle était modèle pour un artiste, je crois. Miss Marple remua son café. Il y a des raisons de croire que M. Emery l'a tuée, l'a poussée d'une falaise. Dean haussa les sourcils. Mon Dieu, c'est plutôt lyrique. Il y a également des raisons de croire que Mme Emery a caché une confession écrite dans le pendentif qu'elle porte. Dean cligna des yeux. Le chandelier? Oui, il se renfonça dans son fauteuil, visiblement secoué. Ça explique, Val. Tu penses qu'il le savait? Savoir, il posait des questions. Il est venu me voir la semaine dernière pour me demander des nouvelles des démarches juridiques d'Arthur à l'étranger. Il voulait savoir si j'avais déjà authentifié des documents concernant des questions d'héritage. J'ai trouvé cela étrange. Il semblait penser que Mme Emery cachait quelque chose concernant la succession d'Arthur. Vraiment? C'est possible. Si Arthur a laissé un écrit susceptible de l'impliquer, et, par extension, d'impliquer la sienne, cela pourrait tout affecter. Et croyez-vous qu'elle a tué M. Vail? Dean ne répondit pas immédiatement. Il fixa par la fenêtre la brume qui s'accrochait aux arbres. « Je ne sais pas, » dit-il enfin. « Mais si j'avais gardé ce genre de secret pendant 10 ans, je ferais n'importe quoi pour le garder enfoui. » Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit discrètement au bureau des archives du comté. Ce n'était pas loin, juste un trajet en train et une courte marche, et elle savait exactement quoi demander. Après tout, si Evelina Marsh était vraiment morte sur une falaise en Italie, il devait bien exister une trace de son décès. La jeune employée du bureau des archives, une fille soignée avec de l'encre sur les doigts et un crayon caché derrière l'oreille, est revenue avec un dossier. « Mademoiselle Evelina Marsh ?» lut-elle en parcourant la page. « Décédée le 17 mai, il y a 10 ans. Lieu du décès, Capri, cause, chute accidentelle. »
Le corps a été identifié par un ressortissant britannique, Arthur Emery, mentionné comme ami du défunt. Y a-t-il eu une enquête? Oui, à Naples. Les conclusions n'ont pas été concluantes. Aucune poursuite pénale n'a été engagée. Y avait-il des témoins? La fille secoua la tête. Seulement M. Emery. Miss Marple hocha la tête, la remercia et regagna lentement la bruine. Un témoin unique. Une histoire d'amour. Une confession scellée dans un chandelier pour une décennie. Et maintenant, un homme assassiné parce qu'il connaissait la vérité. À son retour à Marley-Combe, elle trouva un mot épinglé à sa porte. Il provenait de l'inspecteur Franklin, écrit avec son style direct habituel, urgent. « Venez au presbytère. Développement concernant Madame Emery. Elle n'a même pas enlevé son manteau. » Au presbytère, l'inspecteur se tenait sous les combles, fumant furieusement. « Elle a disparu !» dit-il avant que Miss Marple ne puisse parler. Elle a préparé un petit sac et dit à sa gouvernante qu'elle partait pour Londres. Mais elle n'est jamais montée dans le train. Quand est-elle partie? Tout ce matin? La gouvernante a trouvé ça bizarre. Elle semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à une cousine à Kensington. Mais aucun nom de cousin n'est inscrit à son nom, et elle n'est jamais arrivée à la gare. Miss Marple soupira. J'avais peur qu'elle s'enfuie. Pourquoi? Elle sait qu'elle est piégée. La mort de Vail, les aveux, le pendentif, tout se rapproche. Je pense qu'elle croyait qu'en partant assez vite, elle pourrait disparaître à nouveau. Comme après la mort d'Arthur, l'inspecteur jura dans sa barbe. Miss Marple leva les yeux vers le ciel. La pluie tombait à nouveau, douce et régulière, comme le tic-tac d'une horloge. « Elle n'ira pas loin, dit-elle. Finalement, les gens n'y arrivent jamais, surtout quand ils ont un sentiment de culpabilité comme le sien. Ils reviennent toujours à l'endroit qu'ils pensent pouvoir contrôler. Franklin fronça les sourcils. Où allons-nous chercher? Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Nous regardons, dit-elle doucement. Où tout a commencé? Chapitre 6. Le retour de la veuve. Le lendemain matin, le village de Marley-Combe s'éveilla sous un ciel couleur d'étain, l'air lourd de promesses de pluie. Un silence plus profond que d'habitude s'était installé sur le village. La disparition de Madame Emery était désormais de notoriété publique, et même le facteur distribuait les lettres d'un air solennel. Personne ne le dit à voix haute, mais un fugitif parmi eux projetait une ombre considérable. Et à Marley-Combe, les ombres ne passaient pas inaperçues. Dans le salon de sa chaumière, Miss Marple était assise devant un petit feu, penchée sur une carte de l'Ordnance Survey de la campagne environnante. Une tasse de thé froid était oubliée à côté d'elle, et son tricot, intact, reposait sur l'accoudoir de son fauteuil. Elle traça du doigt la lisière du bois de Marley-Combe, une étroite bande d'arbres qui bordait l'ancienne propriété d'été des Emery, maison Cransmere, désormais fermée et invendue depuis longtemps. Cransmere avait été autrefois une belle maison. Arthur Emery l'avait héritée d'un oncle sans enfant et l'avait conservée comme un refuge, loin du village, un lieu de silence et de secret. Miss Marple se souvenait d'une invitation qu'elle avait déclinée bien des années auparavant. Quelque chose dans cet endroit, même à l'époque, lui avait semblé légèrement étrange. Elle se leva vivement, enfila son pardessus et sortit une petite lampe de poche du placard. D'après son expérience, le passé restait rarement enfoui, et les gens retournaient souvent au dernier endroit où ils se sentaient maîtres de la situation. L'allée menant à Cransmere House était envahie par la végétation, le chemin autrefois gravillonné n'étant plus qu'un ruban humide de mousse et de traces de pneus. L'inspecteur Franklin conduisait en silence, Miss Marple assise à ses côtés, l'air serein. Il avait depuis longtemps renoncé à remettre en question son instinct, surtout lorsqu'il était plus efficace que ses agents. « On s'attend à ce qu'elle soit armée ?» demanda-t-il d'un air sombre, alors qu'il s'arrêtait devant les portes de fer. « Pas au sens conventionnel du terme, » répondit Miss Marple, « mais une femme désespérée au passé brisé est néanmoins dangereuse. » La maison se profilait grise et creuse à travers la brume.
Le lierre s'enroulait autour de la pierre comme des veines, et plusieurs fenêtres restaient vides, leurs volets brisés ou manquants. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Franklin tendit la main vers son revolver. « Reste derrière moi. » Mais Miss Marple suivait de près. À l'intérieur, la maison sentait l'humidité et les feux éteints depuis longtemps. L'air était froid, comme si les murs eux-mêmes avaient perdu tout espoir de chaleur. Ils traversèrent le grand hall d'entrée, où un seul tableau, un paysage marin orageux, était encore accroché au-dessus de la cheminée. Un bruit résonna à l'arrière de la maison. Un grincement de plancher. Le grincement d'une chaise. Franklin leva la main, signalant le silence. Ils se dirigèrent vers le vieux bureau, dont la porte était à moitié fermée. Il la poussa doucement. Là, assise au bureau, leur tournant le dos, se trouvait Madame Emery. Elle se retourna lentement. Son visage était pâle, presque translucide dans la lumière grise, mais calme. « Je me demandais combien de temps cela te prendrait, » dit-elle doucement. « Tu n'as pas rendu les choses trop difficiles, » dit doucement Miss Marple. « Je ne voulais pas courir. » « Pas vraiment, mais j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de me souvenir de ce que j'avais fait. » Franklin entra prudemment. « Vous êtes consciente de la gravité de votre situation, madame ?»« Je suis. » Il baissa légèrement le revolver. Madame Emery regarda Miss Marple, les yeux enfoncés et fatigués. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » dit-elle. « Avec Veil, je veux dire, je voulais juste l'effrayer. Je pensais que si je pouvais accéder à la confession la première, la détruire, il n'aurait rien. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il avait dû la copier. Ou prendre des notes. J'ai paniqué. J'ai glissé quelque chose dans son verre à la fête. Une toute petite quantité. De la strychnine, dit Franklin, elle hocha la tête. Je ne pensais pas que ça réagirait si vite. Je pensais pouvoir intervenir. Feindre l'inquiétude. Mais ça m'a été rapide. Tellement rapide. Miss Marple s'assit en face d'elle. Tu portes la culpabilité d'Arthur depuis 10 ans. J'allais tout gâcher. La confession. Mais je n'ai pas pu. Parce qu'une partie de moi se sentait complice. Je savais ce qu'il avait fait. Je le savais avant même qu'on quitte Capri. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police alors? Parce que j'avais peur. Parce que j'étais mariée avec lui. Parce que je ne savais pas qui j'étais sans lui. Sa voix se brisa. Et quand il est mort, d'une crise cardiaque, certes, mais aussi par justice poétique, j'ai cru avoir enterré le passé avec lui. Je pensais pouvoir prendre un nouveau départ, rentrer à la maison, être quelqu'un d'autre. Mais M. Veil a vu clair. Il l'a fait. Et je n'ai pas pu le supporter. Franklin fouilla dans son manteau. « Je vais devoir vous mettre en garde à vue. » Je sais, elle se leva. Ses mains tremblaient, mais elle ne fit aucun geste pour fuir. Miss Marple se leva à son tour. « Il y a une chose que je ne comprends pas. » Madame Emery se retourna. « Oui? Pourquoi maintenant? » Pourquoi Veil a-t-il décidé de déterrer tout ça après tant d'années? Madame Emery hésita, puis fouilla dans le tiroir du bureau et en sortit une photo. Elle la tendit à mademoiselle Marple. C'était une jeune femme. Menton pointu, regard vif. Une ressemblance avec la seule photographie d'Evelina Marsh que Miss Marple avait vue aux archives du comté. « Ma fille, » dit Madame Emery. « La fille d'Evelina, elle m'a retrouvée. Elle a d'abord écrit à Veil. Il avait réparé une montre d'Arthur des années auparavant. Elle cherchait sa mère. Elle croyait qu'Evelina n'était pas morte accidentellement. Elle croyait qu'il y avait un mensonge. » Miss Marple étudia la photo. « Elle est venue ici? » Non. Elle posait des questions à distance. De Florence, mais Veil savait. Il avait dû commencer à comprendre. Franklin a demandé « Comment s'appelle-t-elle » ? « Helena Marsh. » Plus tard dans la soirée, de retour dans son salon, le feu allumé et l'orage enfin levé, Miss Marple songea à la fâcheuse habitude du passé de s'enraciner dans le présent. Une jeune femme en Italie à la recherche de sa mère. Une veuve hantée par le silence. Un homme qui aimait la vérité plus que sa propre sécurité. Elle regarda à nouveau la photo d'Helena, qui lui avait été passée avant que Madame Emery ne soit emmenée. Et quelque chose remua en elle. « Elle viendra, » dit doucement Miss Marple. «
Un jour elle viendra dans ce village, et elle voudra connaître toute la vérité. Et quand elle le ferait, Marley Combe devrait trouver le courage de le dire. Chapitre 7. La fille qui posait trop de questions. Marley Combe avait une curieuse façon de serrer les rangs autour du scandale. Non par cruauté, mais par une volonté plus ancienne, plus tribale, comme si le village était un être vivant et que tout ce qui perturbait son rythme paisible devait être enterré sous un tas de compost et un oubli poli. Et pourtant, 4 jours seulement après l'arrestation de Madame Emery, une nouvelle présence est arrivée, perturbant à nouveau ce rythme. Son nom était Helena Marsh. Elle arriva sans tambour, ni trompette, ni voiture, ni malle, ni télégramme d'avertissement. Juste une petite valise et un long manteau vert, autrefois à la mode, maintenant usé jusqu'à la corde. La jeune fille, et c'était encore une jeune fille à peine âgée de 23 ans, selon les estimations de Miss Marple, avait une démarche qui frappait les gens. Non pas par beauté, même si elle avait hérité d'une partie de l'élégance de sa mère, mais par détermination, elle n'errait pas, elle cherchait Miss. Marple la vit pour la première fois. Depuis la vitrine de l'épicier, M. Cartwell s'était arrêté à mi-cuisson d'une demi-livre de sucre lorsque la jeune fille passa. « Devant la vitrine, un étranger. » murmura-t-il. « Celui-là n'est pas d'ici, non ?» répondit Miss Marple d'un ton doux. « Mais je crois qu'elle recherche peut-être quelque chose que nous avons tous été plutôt incapables de lui offrir ces derniers temps, l'honnêteté. » À midi, Helena Marsh avait trouvé son chemin vers le presbytère. Le révérend Alton, doux et légèrement perplexe, lui offrit du thé, puis, un peu impuissant, envoya un message à Miss Marple. Il savait quand il était dépassé, et la jeune fille avait posé trop de questions en trop peu de temps pour qu'il puisse suivre. Lorsque Miss Marple arriva, elle trouva Helena debout dans le jardin de l'église, regardant les pierres tombales couvertes de lichen. « J'espérais qu'il y aurait quelque chose, » dit la fille sans se retourner. « Une sorte de marqueur. Mais je suppose que les secrets n'ont pas droit à des pierres tombales. » Miss Marple marchait à côté d'elle. « Helena, n'est-ce pas ?» La jeune fille se retourna. « Oui, et vous êtes Miss Marple. Le pasteur m'a dit de vous parler. J'imagine qu'il l'a fait. » Ils restèrent silencieux un moment, le vent jouant doucement avec les bords du manteau d'Helena. « Je sais que tu te demandes ce que je veux, » dit Helena, « je vais te le dire. »« Je veux la vérité. » »« Sur ma mère. »« Sur Evelina Marsh. » Miss Marple hocha la tête, l'air indéchiffrable. « Et qu'en savez-vous déjà ? Seulement qu'elle est morte à Capri quand j'étais bébé, qu'elle était seule, que mon acte de naissance ne mentionne pas de père. Ma famille italienne, le peu qu'il en reste, ne veut pas parler d'elle. Et quelqu'un m'a envoyé une lettre anonyme il y a 2 mois. Elle disait « Ta mère n'est pas tombée. Elle a été poussée. » « Renseigne-toi à Marley Combe. » Miss Marple cligna lentement des yeux. « Tu as toujours la lettre ?» ?»« Je fais. » Elle le sortit de la poche intérieure de son manteau, un petit carré de papier épais à l'écriture masculine et carrée. Il n'était pas signé, mais Miss Marple reconnut immédiatement le style. C'était celui de Crispin Vale. « Helena, » dit-elle prudemment, « tu dois comprendre que ce que je vais te dire n'est pas facile, et ce n'est pas entièrement prouvé. Mais je crois que c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. » La fille hocha la tête une fois, et ainsi, sous l'arche de pierre du jardin de l'église, tandis que les cloches sonnaient l'heure, Miss Marple lui dit, elle parla d'Arthur Emery, un homme assez intelligent pour dissimuler sa lâcheté sous son charme, d'Evelina, audacieuse et intrépide, qui avait menacé de le dénoncer, d'une lutte sur une falaise à Capri, et d'un homme qui avait plus tard avoué en secret, seulement après que son cœur eut commencé à lâcher, d'une veuve qui portait la culpabilité comme une seconde peau, et d'un horloger constant, méticuleux, qui s'était approché de trop près de la vérité. Helena écoutait, sans interruption, son visage indéchiffrable. Une fois cela fait, elle n'a posé qu'une seule question. Où est-elle maintenant ? Madame Emery ? En cellule de détention à Muchwello,
En attente de l'enquête. Helena hocha la tête. J'aimerais lui parler. Miss Marple hésita. Vous n'êtes pas obligé. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour les fantômes, interrompit doucement la jeune fille. Je suis venu pour des réponses, et peut-être une sorte de conclusion. L'inspecteur Franklin n'était pas enthousiaste à l'idée de laisser Helena rencontrer l'accusé. Mais Miss Marple savait se montrer persuasive, surtout lorsqu'elle ne le faisait pas apparaîtrait être persuasif. Ainsi, l'après-midi suivant, Helena était assise en face de Madame Emery dans une petite salle d'interrogatoire privée de la gendarmerie de Muchwello. Miss Marple et Franklin observaient derrière la vitre sans teint. Les deux femmes se regardèrent en silence pendant un long moment. Pas de barreaux, pas de menottes, juste une table entre elles et des années de vérité enfouies. « Tu lui ressembles, » dit enfin Madame Emery. « Comme Evelina. » Je m'en doutais. Helena ne dit rien. Elle était radieuse, exaspérante, courageuse, je l'enviais. Je l'admirais, je la détestais. « Ton père ?» Je n'ai pas besoin de savoir qui il était, interrompit doucement Helena. Il ne voulait pas de moi. Ça suffit. Madame Emery cligna des yeux. Ce n'est pas juste. Non, acquiesça Helena. Mais pousser une femme du haut d'une falaise n'est pas non plus une bonne idée. Madame Emery tressaillit. Je ne l'ai pas fait, dit-elle presque suppliante. Mais je le savais. Je savais et je ne l'ai pas arrêté. Je n'en ai parlé à personne. Et après sa mort, je suis restée silencieuse. Pourquoi? Madame Emery secoua la tête, comme si elle essayait de trouver une réponse qui aurait du sens. Parce que je pensais qu'il était trop tard. Parce que j'avais honte. Parce qu'une fois qu'un mensonge commence, il pousse des dents, et je ne savais pas comment l'arrêter sans qu'il me dévore. Les yeux d'Helena brillaient, mais elle ne pleurait pas. « Tu aurais pu me le dire, » murmura-t-elle. « Tu aurais pu le dire au monde entier. » Madame Emery baissa les yeux sur ses mains. J'avais peur que le monde s'en fiche. Dehors, dans le couloir gris de la gare, Miss Marple se tenait avec l'inspecteur, observant deux femmes liées par le sang et la trahison. « Elle n'est pas méchante, » dit Miss Marple. « Mais elle a fait des choses terribles. » « C'est souvent le cas, je trouve. » Franklin grogna. « La loi ne pèse pas la lâcheté autant qu'elle le devrait, mais elle ne l'excuse pas non plus. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas le cas. » La porte s'ouvrit et Helena sortit. Son visage était calme, mais ses jointures étaient blanches. « Je retourne à Florence, » dit-elle. Miss Marple hocha la tête. « Voulez-vous lui écrire ? » ?»« Peut-être, un jour, quand je saurai ce que je veux dire. » Elle regarda alors Miss Marple avec une sorte de gratitude. « Merci de m'avoir rendu ma mère, même si ce n'est qu'une histoire. C'est toujours mieux que le silence. » Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage et ouvrit une dernière fois son carnet sous la douce lumière de sa lampe de lecture. Elle a écrit « La vérité, lorsqu'elle arrive enfin, apporte rarement la paix, mais elle apporte la clarté, et cela suffit peut-être. » Elle ferma le carnet, croisa les mains sur ses genoux et écouta le tic-tac silencieux de l'horloge de la cheminée. Et dans le silence qui suivit, Marleycombe expira, pas vraiment de soulagement, mais d'acceptation. Le passé avait parlé, maintenant, enfin, il pouvait se reposer. Chapitre 8. Un village qui en sait trop Marleycombe n'était pas un village qui oubliait facilement. Bien qu'aucun avis n'ait été affiché et qu'aucun titre ne l'ait annoncé, la nouvelle de l'arrestation de Madame Emery et de la visite d'Helena Marsh s'était répandue comme une fumée à travers un toit de chaume, discrète, envahissante et impossible à ignorer. Pourtant, comme pour toutes les affaires de ce genre dans les villages anglais, le scandale était devenu partie intégrante du paysage non dit, enveloppé dans des silences polis et des regards étudiés autour d'une tasse de thé. Les magasins sont restés ouverts, le courrier est arrivé et les cloches des églises ont sonné dimanche, mais quelque chose avait changé. Les villageois avaient commencé à se surveiller les uns les autres de plus près. Au cœur de tout cela, Miss Marple continuait ses promenades, ses visites,
ces douces questions. Mais elle aussi était perturbée, car bien que la veuve ait avoué et que le mobile ait été découvert, quelque chose dans l'affaire résistait encore à une clôture nette. C'est une conversation avec M. Hargrave, l'apothicaire, qui a ramené ce sentiment au premier plan. « Je dois dire, dit-il un matin en mesurant les pastilles contre la toux de la jeune Sarah Gilling, que cette histoire avec Madame Emery a bafoué la confiance. Qui peut dire qui sera le prochain ? En effet, répondit Miss Marple en observant une série de bouteilles neuves sur son comptoir, même si la confiance, comme la confiture, a tendance à s'éteindre doucement. Hargrave eut un petit rire. C'est tout à fait vrai. Mais je me suis souvenu d'un truc bizarre hier. Ce colis que j'ai reçu, celui avec la bouteille non marquée, tu te souviens ? Miss Marple hocha la tête. La fiole était arrivée anonymement, sans étiquette, si ce n'est une note énigmatique pour un sommeil paisible. À utiliser avec parcimonie. Eh bien, dit Hargrave. Je n'y ai plus prêté attention après que l'analyse se soit révélée peu concluante. Mais en classant les reçus, je me suis rendu compte que cela arrivait 2 jours seulement après la visite de M. Vail. Ce timing me paraît... Suspect ? Miss Marple plissa les yeux. Avez-vous déjà comparé l'écriture de ce mot à celle de quelqu'un d'autre ? Hargrave haussa les épaules. Je n'avais pas grand-chose à comparer. Au début, elle ne dit rien. Mais son esprit était déjà enflammé. Plus tard, dans l'après-midi, elle récupéra le mot non signé dans ses dossiers et le plaça à côté de l'écriture connue de Crispin Vail, la lettre qu'il avait envoyée à Helena Marsh depuis l'étranger. Côte à côte sur sa table, la comparaison était frappante, pas la même main, ce qui signifiait quelque chose de vital. Quelqu'un d'autre avait envoyé cette fiole. Ce soir-là, Miss Marple invita l'inspecteur Franklin à prendre le thé. Signe d'une affaire sérieuse en soi, elle lui offrit son habituel, un Assam fort. « Un sucre, pas de lait, je commence à croire. » dit-elle sans préambule, que nous avons seulement découvert partie de la vérité. Franklin soupira. Nous avons des aveux signés. Nous avons un mobile, des moyens et une opportunité. Oui, mais le méthode Sam dérange, le poison. Le source. Elle lui a parlé de la différence d'écriture et du souvenir qu'avait Hargrave du colis. Si Madame Emery avait eu l'intention de tuer M. Vail, elle n'aurait pas envoyé une bouteille à l'apothicaire qu'elle n'a jamais consulté. Elle n'avait aucune raison de s'immiscer ainsi, mais elle a admis l'avoir empoisonné. Elle a admis en essayant d'avoir glissé quelque chose dans son verre à la fête. Et si ce n'était pas ça qui l'avait tué ? Franklin se renversa dans son fauteuil. Tu penses que quelqu'un d'autre a empoisonné Vail ? Que les aveux de Madame Emery étaient... Quoi ? Une culpabilité bien sentie ? Non, je crois qu'elle a agi contre lui, mais je crois qu'elle a agi deuxième. Ou peut-être... Pas assez tôt, il y eut une longue pause. Si tu as raison, dit Franklin, alors quelqu'un d'autre dans ce village voulait la mort de Crispin Vail. Miss Marple croisa les mains. Oui, et je crois que quelqu'un a utilisé l'histoire de Madame Emery comme écran de fumée. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à la bibliothèque du village, une ancienne école bordée de livres qui sentaient la naphtaline et la poussière. Là, elle a demandé les anciens bulletins paroissiaux de l'année précédant la mort d'Arthur Emery. La bibliothécaire, Miss Theodora Finch, haussa les sourcils mais obéit. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à la pauvre Evelina Marsh, dit-elle en lui tendant les dossiers. Ou cela est assez mystérieux, mais je suppose que les gens qui partent à l'étranger ont toujours un côté dramatique derrière eux. Parfois, a convenu Miss Marple, mais parfois le drame reste là. Elle passa 2 heures à feuilleter les bulletins d'information, notant événements, nom, note du vicaire et annonce locale. Ses doigts s'arrêtèrent lorsqu'elle atteignit l'édition datée d'1 semaine avant le dernier voyage. D'Arthur Emery en Italie, annonçait imposer une lettre à l'éditeur du bureau de Crispin. Val, c'était une courte pièce, une ode à la précision, déplorant le déclin de la mesure du temps. Une plainte contre la dérive des cloches de l'église et le délabrement de la routine qui infectait le village. À première vue, cela semblait inoffensif. Mais Miss Marple le relut.
entre les lignes, c'était un avertissement. Vail commentait malhonnêteté, enveloppée dans une métaphore mécanique. Puis elle a vu le nom du contributeur éditorial indiqué ci-dessous, Monsieur Félix Dean. En fin d'après-midi, elle était de nouveau assise dans le salon de Monsieur Dean à Elmshade, regardant l'avocat tâtonner avec ses lunettes. « Je ne comprends pas bien ce que vous sous-entendez, » dit-il prudemment. Oui, j'étais rédacteur du bulletin paroissial à l'époque. C'était une tâche fastidieuse et j'étais heureux de la transmettre. Vous avez également notarié le dernier testament d'Arthur Emery et supervisé la vente de Cransmere House, n'est-ce pas? Oui, répondit-il avec plus d'assurance. Tout était clair. Et vous connaissiez M. Vail? Professionnellement, Il a réparé une de mes horloges une fois. on a discuté. Le ton de Miss Marple s'adoucit. Voyez-vous, Monsieur Dean, je crois que Monsieur Vail a découvert que quelqu'une plus et même Emery avait un intérêt financier dans le silence d'Evelina Marsh. Dean se raidit. Il prenait des notes méticuleuses, A-t-elle poursuivi. et j'ai cru comprendre qu'il s'intéressait aux transferts de terres, actifs étrangers, héritages discrets. Il se leva, la voix plus forte. « M'accusez-vous de meurtre, Miss Marple ?» Elle leva les yeux vers lui doucement. « Je suggère que si les aveux d'Arthur Emery avaient fait surface, nommant non seulement le meurtre, D'Evelina, mais aussi le raison pour cela, un certain... nombre de transactions juridiques auraient été... Remises en question. La mâchoire de Dean se serra. Tu risquais de tout perdre, dit-elle doucement. Tu as conseillé Arthur, tu l'as aidé à transférer de l'argent à l'étranger. Peut-être plus que de l'argent. Il n'a rien dit. Vous avez vu Vail se rapprocher. Alors vous avez envoyé le poison. Une diversion classique. Laissez Madame Emery prendre la responsabilité. Elle avait un mobile. Elle se sentait coupable. Mais ce n'est pas elle qui l'a tué, Monsieur Dean. C'est vous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Dean murmura « Il allait me détruire. » Bon, dit Miss Marple en se levant. « Il allait te révéler toi. » Ce n'est pas pareil. Ce soir-là, l'inspecteur Frankley a placé Monsieur Dean en garde à vue. Il n'y a pas eu de lutte, aucun déni. Juste un vieil homme aux yeux fatigués. Disant doucement. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Miss Marple regardait depuis sa fenêtre tandis qu'il l'emmenait. Elle ne souriait pas. Il n'y avait rien de satisfaisant là-dedans. Juste la confirmation silencieuse que même dans le village le plus calme, le danger revêtait parfois le visage le plus respectable. Chapitre 9. 2 tombes dans le jardin-île. Il y a quelque chose de particulièrement envoûtant dans un jardin de village en début de soirée, celui qui plonge non pas dans la nuit, mais dans le silence. Les ombres s'allongent, les haies s'assombrissent et les sentiers familiers semblent se déplacer subtilement sous nos pieds. À Marlécombe, les jardins étaient des sanctuaires privés, fièrement entretenus, farouchement défendus et parfois, comme Miss Marple l'avait appris, des lieux idéaux pour semer des secrets et les laisser pousser tranquillement. C'est dans un tel jardin, le jardin du presbytère derrière l'église, que se trouvaient désormais 2 marqueurs, l'un ancien et à peine lisible et l'autre récemment placé. La première, une modeste pierre usée par des décennies de pluie, appartenait à une femme de la région, morte de tuberculose en 1903 et sans famille connue. La seconde, encore cernée de terre humide, était un mémorial temporaire à Crispin Vale. Le vicaire avait insisté pour qu'il soit enterré dans le cimetière, non par désapprobation, mais par devoir. Crispin était présent tous les dimanches sans faute, avait réparé l'horloge quand personne d'autre ne le pouvait, et avait tenu les registres paroissiaux en ordre, même si personne ne le lui avait demandé. Ses dernières paroles avaient été énigmatiques, mais ses derniers actes avaient été honorables. Miss Marple se tenait maintenant entre les 2 tombes, ses mains jointes doucement devant elle, son chapeau gris épinglé contre la brise. « Il devrait y en avoir 3, murmura-t-elle. Elle parlait d'Evelina Marsh, bien sûr.
Personne n'avait jamais déposé de pierre tombale pour elle à Marley-Combe. Pas de cérémonie, pas de couronne, pas de nom dans les registres paroissiaux. De son vivant, Evelina avait été jugée trop moderne, trop audacieuse, trop étrangère d'esprit. Et dans la mort, elle avait été discrètement effacée, d'abord par le faux témoignage d'Arthur Emery, puis par la préférence du village pour le silence. Mais plus maintenant, pas après ça. Miss Marple franchit le portail latéral de l'église et se dirigea vers l'arrière du presbytère, où le révérend Alton inspectait la petite serre. Il leva les yeux avec sursaut à son approche. « Ah, Miss Marple, je ne vous ai pas entendu. Vous vous approchez furtivement d'un homme dans ses propres panais, c'est ça ?» Elle sourit faiblement. « Seulement si les panais ont besoin de confession, révérend. » Il rigola nerveusement. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-elle, « à propos du terrain de l'église, plus précisément du jardin. » Il fit un geste de sa truelle. « Un peu envahi par la végétation par endroits, je l'avoue. Madame Pym est partie l'automne dernier, et la nouvelle n'est pas très friande de liserons. Je ne parlais pas des mauvaises herbes. Le vicaire avait l'air confus, je me demandais, » dit prudemment Miss Marple. « Si vous vous souveniez si Arthur Emery avait jamais fait des dons à l'Église, des dons importants, de son vivant ou peu après sa mort, eh bien, dit le vicaire en s'essuyant les mains, il a bien payé le nouveau toit de la sacristie il y a quelques années, et je crois qu'une somme a été versée pour la réparation des murs du cimetière. » A-t-il précisé d'où devait provenir l'argent? Non, pas exactement. Mais maintenant que tu le dis, je me souviens qu'il avait insisté pour que les ouvriers évitent de creuser près de la parcelle sud. Il prétendait que cela perturbait les racines du vieux chêne. C'est un peu bizarre. Il n'y avait pas de chêne là-bas. L'expression de Miss Marple s'est affinée. Pas de chêne. Le vicaire secoua la tête. Pas de montant. Juste un coin de terre sauvage, des orties et du chevreuil. Puis-je le voir? La limite sud du cimetière était la moins entretenue. Le sol était légèrement pentu, l'herbe poussait en touffes indisciplinées et un fouillis de haies s'étendait depuis la propriété voisine. Au fond, à peine visible depuis le chemin principal, se trouvait un creux qui, aux yeux exercés de Miss Marple, ressemblait étrangement à une tombe engloutie. Elle s'accroupit doucement à côté, effleurant la mousse de ses doigts gantés. « Il fut un temps, » dit-elle doucement, « où les gens croyaient que le passé pouvait être enterré dans le même sol où poussaient les roses et la vertu. » Elle se redressa lentement, mais ça revient toujours, surtout quand on l'arrose de mensonges. Le lendemain midi, une équipe du bureau de police scientifique du comté fut dépêchée à Marley-Combe, à la demande discrète de l'inspecteur Franklin. Officiellement, l'église était en cours de restauration paysagère. Officieusement, des bêches creusaient un terrain qui n'avait pas été touché depuis des années. Il a fallu moins d'1 heure pour le trouver. Un ensemble d'os. Superficiel. Léger. Les restes étaient incomplets, mais reconnaissables, un squelette humain, depuis longtemps réduit à de pâles fragments et à des restes de tissu. Un petit médaillon brisé se trouvait dans la terre, terni, mais contenant encore une photographie fissurée. Une jeune femme de profil, Evelyn Miss Marple, l'a immédiatement identifiée. Ce n'étaient pas les falaises, dit-elle doucement à Franklin, tandis qu'ils surplombèrent le site. Cette histoire était trop poétique pour un homme comme Arthur, trop risqué, trop public. Il l'a tuée ici. Probablement avec du poison. Il y avait accès grâce à son ami avocat. Puis il l'a déplacé, dit Franklin d'un ton sombre. Il a ramené son corps d'Italie? Non, répondit Miss Marple. Je crois qu'elle n'a jamais quitté l'Angleterre. Ce soir-là, autour d'un thé, elle expliqua la théorie à Franklin et Helena Marsh, qui étaient restées à Marley-Combe plus longtemps que prévu. « Helena, » dit doucement Miss Marple, « je crois que ta mère est rentrée en Angleterre en secret, peut-être pour affronter Arthur, peut-être pour te voir une dernière fois. Quelle qu'en soit la raison, il l'a de nouveau perçue comme une menace et a mis fin à ses jours ici. Il a ensuite annoncé aux autorités italiennes qu'elle était tombée à l'étranger.
Ça aurait été facile, personne, pas de témoin. Juste une lettre et une chronologie inventée. Franklin hocha la tête d'un air sombre. Nous allons procéder à des analyses médico-légales sur les restes. Mais je n'ai aucun doute. La chronologie est cohérente. Et maintenant, nous savons pourquoi Emery a payé si généreusement le toit de la sacristie. C'était pour payer son silence, pour acheter de l'intimité autour de ce terrain. Helena resta assise, très immobile. « Elle est morte ici », murmura-t-elle. « Pas sous un ciel inconnu. » Ni sur des falaises, ni sur des rivages. Juste ici, là où personne n'a pensé à regarder. Elle a été réduite au silence, l'a déclaré Miss Marple, par un homme qui croyait que les secrets étaient plus en sécurité sous terre. Helena cligna des yeux. « Et tu l'as trouvée ?»« Non. » corrigea Miss Marple, Toihan posant des questions qui n'avaient pas été posées depuis des décennies. 3 semaines plus tard, une deuxième pierre a été placée dans le cimetière, simple, sans ornement, mais solide. Evelina Marsh, 1907-1931, une voix retrouvée. Une vie dont on se souvient. Le jour de son inauguration, tout le village était présent. Non par obligation, mais par humilité. Le remords. Pendant longtemps, ils avaient jasé sur Evelina, sa sauvagerie, ses excès. Ils reconnaissaient désormais qu'elle avait été honnête et courageuse, et qu'elle ne méritait pas une telle fin. Miss Marple se tenait au fond, la tête baissée, tandis que le révérend prononçait une douce bénédiction. Le vent faisait bruisser l'herbe, et un rouge-gorge se posa sur la pierre avant de s'envoler. 2 tombes dans le jardin, murmura-t-elle, et enfin, tous deux furent marqués. Chapitre 10. Une lettre à l'encre lavande. C'était une douce matinée de printemps à Marlécombe. De ces matinées où la brume persistait encore un peu dans les haies, comme si elle hésitait à se libérer du village. Le soleil commençait à percer, pâle et diffus, projetant des rayons dorés sur le petit salon de Miss Marple. Les fenêtres étaient entr'ouvertes, et le parfum des pois de senteur s'envolait du jardin, se mêlant à la douce odeur du thé et des biscuits au citron. Miss Marple, cependant, n'était pas libre. Devant elle, sur la table, se trouvaient plusieurs enveloppes, jaunies sur les bords, ficelées. Elles étaient tombées en sa possession de manière inattendue, transmises discrètement par Helena Marsh le soir suivant la cérémonie d'Evelina, sans préambule ni explication. Je les ai trouvées parmi les papiers d'Arthur Emery, avait dit Helena, dans une boîte à lettres au grenier de Krensmer. J'hésitais entre les brûler ou les lire, mais je pense que tu sauras quoi faire. Miss Marple avait promis de les parcourir lentement et attentivement, et maintenant, d'une main ferme, elle lisait le 4e de la liasse. C'était écrit à l'encre lavande. L'écriture était plus lâche que celle d'Arthur, comme si elle avait été écrite à la hâte. Le papier était froissé et taché dans un coin. Ma très chère E, tu dois comprendre, je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Tu m'as fait peur. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ait pu me percer à jour aussi complètement, et je t'en ai voulu. Mais aussi... Miss Marple s'arrêta, les lèvres légèrement pincées. Mais moi aussi. La phrase s'est arrêtée. Un trait l'a barré. Puis est venu le paragraphe suivant. Si tu insistes pour retourner en Angleterre, nous devons nous rencontrer discrètement. Je ne te laisserai pas débarquer au village avec des accusations. Pense à Helena, pense à la vie qu'elle pourrait encore avoir. Retrouve-moi à Krensmer, seul, n'écris plus. La lettre n'était pas signée. Mais elle n'en avait pas besoin. Le ton était celui d'Arthur Emery de bout en bout, désespéré, autoritaire et conscient de ses pertes. Miss Marple le posa doucement et attrapa l'enveloppe suivante. Mais avant qu'elle puisse l'ouvrir, on frappa à la porte. C'était l'inspecteur Franklin, l'air légèrement plus débraillé que d'habitude et arborant une expression qui mêlait le devoir à un léger malaise. « Excusez-moi pour l'intrusion, mademoiselle Marple, » dit-il en ôtant son chapeau. « Je suis venu pour l'analyse graphologique. De la note envoyée à Hargrave, demanda-t-elle en lui faisant signe de s'asseoir. C'est celui-là, c'est concluant.
Le colis de poison ne venait pas de Vail, ni de Madame Emery. Alors qui? Franklin fouilla dans son manteau et lui tendit une photographie. Elle montrait une page d'un registre paroissial, une note écrite en marge, à côté d'une dépense pour la réparation du clocher. L'écriture correspondait exactement à la note. Félix Dean, dit doucement Miss Marple. Oui, il utilisait le rondin du clocher comme bloc-notes personnel. Une habitude. Il n'y avait même pas pensé quand on l'a retiré. Mais c'est une correspondance parfaite. Alors, dit-elle en joignant les mains, c'est Dean qui a empoisonné Vail, pas Madame Emery. Franklin hocha la tête. Le dossier contre elle s'effondre. Elle pourrait encore être accusée de dissimulation de preuves, mais le meurtre lui-même, c'était Dean depuis le début. Miss Marple lui versa une tasse de thé. Et les actifs étrangers, nous les avons retrouvés. Dean a aidé Arthur Emery à faire passer de l'argent à l'étranger en utilisant une identité de procuration. Lorsqu'Evelina a menacé de tout révéler, la fraude financière, la liaison, l'enfant, Dean a vu sa carrière et sa fortune en jeu. Il a contribué à dissimuler le meurtre et a veillé à ce que le corps d'Evelina soit caché dans l'enceinte de l'église. Il sirota son thé et ajouta « Et des années plus tard, lorsque Vail commença à fouiller dans de vieux documents financiers, Dean vit le passé surgir du sol. » Miss Marple hocha la tête. « Il a donc tué Vail pour se protéger et a laissé croire au village et à Madame Emery qu'elle était coupable. » Franklin se pencha en arrière. « Un homme comme ça peut passer sa vie à paraître convenable. Parce que, dit Miss Marple, il sait exactement quel masque le village acceptera. » Cet après-midi-là, Helena retourna au cottage de Miss Marple. Elle avait l'air différente, plus sereine, d'une certaine manière. Le poids de l'inconnu s'était évacué de ses yeux. « J'ai entendu dire que les charges contre Madame Emery pourraient être abandonnées. » A-t-elle déclaré? En effet. L'inspecteur estime qu'un avertissement formel pourrait suffire. Elle coopère désormais. Elle a même commencé à parler ouvertement d'Evelina. Helena hocha la tête. Elle a eu tort de cacher la vérité. « Oui » acquiesça Miss Marple. « Mais parfois, on se cache non pas pour se protéger, mais pour protéger le peu qu'il reste de quelqu'un d'autre. » Elle fit un geste vers la pile de lettres. J'en ai lu la plupart. Il dresse un tableau complexe. Arthur était bien des choses, égoïste, manipulateur, effrayé, mais il n'était pas à l'abri des regrets. Helena regarda la lettre non ouverte au sommet de la pile. « Je ne suis pas sûre de vouloir les lire. »« Tu n'es pas obligé. » Il y eut une longue pause. « Je veux laisser quelque chose derrière moi, » dit Helena. « Quelque chose pour elle. Pour Evelina. Un mémorial? Pas juste une pierre. Une histoire. » Son histoire. La vraie. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Alors je te suggère de commencer par l'encre lavande. » Au cours des semaines suivantes, la vie à Marleycombe reprit son rythme lent. La maison Crensmere a été vendue et son contenu a été discrètement vidé. Madame Emery, bien que n'ayant jamais été pleinement accueillie dans la société, fut revue dans le village, plus calme maintenant, plus pâle, s'occupant des tombes dans le cimetière avec des mains gantées et une tête baissée. Helena partit pour Florence, sa valise plus pleine qu'à son arrivée, bien qu'elle ait laissé les lettres sous la garde de Miss Marple. Et dans la bibliothèque paroissiale, un nouveau don est apparu, un livre mince relié en toile verte, gaufré en or. La confession du chandelier, mémoire de vérité et de silence. Par Helena Marsh. Miss Marple l'a trouvé rangée, entre traditions et légendes locales, et recettes de guerre pour la table du village. Elle sourit en lisant l'inscription. Pour ceux qui ont enterré la vérité et pour ceux qui l'ont déterrée à nouveau. Chapitre 11. La dernière visite à Crensmere. La matinée était inhabituellement calme lorsque Miss Marple fit sa dernière visite à Crensmere House. Un silence pesant planait sur le vieux domaine, tel un voile, pas vraiment menaçant, mais empreint de recueillement, comme si le domaine lui-même s'était lassé de ses secrets.
Les grilles avaient encore rouillé depuis le départ de Madame Emery, et le chemin de gravier menant à la porte n'était plus qu'une simple suggestion sous la mousse envahissante. Elle avait demandé au nouveau gardien, un homme discret de Muchwellow nommé M. Penley, la permission de parcourir le domaine avant le nettoyage final. Il avait acquiescé d'un signe de tête et lui avait remis les clés sans poser de questions. « Il ne reste pas grand-chose à l'intérieur », avait-il dit. « Juste quelques papiers dans le bureau et des objets personnels que la famille n'a pas emportés. » Miss Marple était venue seule, non par fierté, mais par instinct. Certaines tâches, notamment celles impliquant des fantômes, étaient mieux accomplies en solitaire. Elle franchit lentement le seuil. La porte grinça sur ses gonds et une odeur de désuétude et de souvenir s'estompa l'accueillit comme une vieille connaissance. Elle s'arrêta dans l'entrée, où la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, attrapant des particules qui dansaient comme des cendres dans l'air. Le salon était resté inchangé. Une cheminée inutilisée, un piano à queue non accordé depuis des décennies, et les portraits d'Emeris, morts depuis longtemps, le regard fixé sur les murs, leurs expressions désapprobatrices et brouillées par le temps. Miss Marple tourna à gauche, passa devant la salle à manger aux fenêtres fermées et entra dans le bureau. La pièce sentait légèrement la lavande et la vieille encre. Elle ferma la porte derrière elle et resta un long moment au centre de la pièce, à écouter. Il y avait quelque chose dans cette maison, cette chambre. Cela l'avait toujours dérangée. Pas le genre de désagrément habituel, ni l'humidité, ni la négligence, mais une sensation de respiration retenue. Comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins d'un événement honteux et avaient y passé des années à s'efforcer de ne pas s'en souvenir. Le bureau se trouvait toujours sous la fenêtre, sa surface nue à l'exception d'un seul objet, une boîte en bois, ni décorée, Ni verrouillé, juste une boîte aux lettres ordinaires, du genre qu'on trouve dans le bureau d'un vicaire. remplie de factures impayées et de vieux courriers. Miss Marple l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvaient 3 enveloppes et une petite pochette en tissu. Elle s'assit sur la chaise de bureau, les genoux légèrement grinçants, et souleva la première lettre. L'écriture était sans équivoque, Arthur Emery. Propre, nette, suffisante à quiconque découvre cette boîte. Si vous lisez ceci, cela signifie que je suis mort. Vous me prenez peut-être pour un lâche, ou pire, mais j'ai vécu avec ce que j'ai fait chaque jour depuis que c'est arrivé. Evelina est morte à cause de moi. Non pas intentionnellement, mais par peur. Elle a menacé de tout détruire, et j'ai laissé la panique faire ce que la raison n'a pas fait. Je l'ai enterrée là où je pensais que personne ne regarderait. Un cimetière, de tous les endroits. Ça lui allait, peut-être. J'ai écrit une confession. Je l'ai placée dans le pendentif. Je pensais que cela apaiserait ma conscience, sachant que quelqu'un pourrait la retrouver un jour. Mais cela n'a jamais eu lieu. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, dites-le à Helena. Dites-lui la vérité. Que sa mère était courageuse, qu'elle l'aimait. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la plaça à côté d'elle. La deuxième enveloppe était plus courte. Adressée simplement à Dean, elle le lut en silence. Les sourcils levés. Cela confirmait ce qu'il savait désormais. Félix Dean avait aidé Arthur à dissimuler des fonds à l'étranger. Il avait fabriqué de faux documents, falsifié des actes notariés et usé de son influence au village pour détourner l'attention. En échange, Arthur lui avait promis une part de la succession si jamais quelque chose menaçait de faire surface. La troisième lettre, écrite d'une autre main, une écriture fine et bouclée, était d'Evelina. Elle était datée de 2 semaines avant sa mort. Arthur, tu crois contrôler cette histoire, mais ce n'est pas le cas. Je ne me tairai pas, plus maintenant. Si tu veux me menacer, qu'il en soit ainsi. Mais comprends bien, je n'aurai pas peur de toi. J'ai eu peur toute ma vie, d'être écarté, rabaissé, caché. C'est fini maintenant. Je viendrai à Marlécombe.
J'apporterai la vérité. Si tu souhaites vraiment protéger Helena, tu ne me feras pas obstacle. Mais je pense que tu le feras. Et Miss Marple ferma les yeux un instant. C'était donc prémédité, après tout. Evelina avait osé l'affronter ici. Et lui, comme on pouvait s'y attendre, avait choisi la voie de la lâcheté, déguisée en contrôle. Elle a ouvert la pochette en tissu en dernier. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, Usée et simple, probablement celle d'Evelina. un bracelet d'enfant, une mèche de cheveux nouée de fil bleu, et une simple photographie, Helena, bébé, sur les genoux de sa mère. Evelina sourit, les yeux brillants, les cheveux au vent. Miss Marple a tenu la photographie contre sa poitrine pendant un long moment immobile. Dehors, le parc de Crensmere était en fleurs. Les tulipes avaient fleuri aux abords du chemin défoncé. La haie, autrefois soigneusement taillée, n'était plus qu'un flou de fleurs vertes et blanches. Le printemps était arrivé avec une férocité silencieuse, ignorant le chagrin de la maison. Miss Marple erra dans le jardin, ses pieds trouvant le banc de pierre sous l'aubépine tordue. Elle s'assit. C'était là, soupçonnait-elle, qu'Evelina avait attendu. Peut-être avec la photo d'Helena dans sa poche, peut-être pleine d'espoir. Et c'est ici, peut-être, qu'Arthur avait scellé son destin. Elle ne pleurait pas ouvertement, mais elle sentait le chagrin dans sa poitrine comme une ondulation dans un étang calme. Douce, insistante, inéluctable. En milieu d'après-midi, elle est revenue au village. Elle plaça les lettres et la pochette dans un petit colis et le livra à Helena par l'intermédiaire d'un coursier à Florence, accompagné d'une brève note. « Mon cher, je crois que ces documents vous appartiennent. Ils contiennent une vérité humaine, amère et complexe. Que vous choisissiez de les conserver, de les brûler ou de les enterrer, c'est votre entière liberté. Avec affection, J.M. Ce soir-là, Miss Marple se promenait dans la rue principale. Elle passa devant le cimetière, Redevenue paisible, et s'arrêta devant la nouvelle pierre tombale d'Evelina. un petit bouquet de narcisses printaniers avait été déposé à sa base. Pas de carte, pas de nom, peut-être Madame Emery, peut-être Helena avant son départ, peut-être quelqu'un d'autre à Marlécombe. Toutes les vérités ne portaient pas de visage. Elle tourna au coin de la rue et rentra chez elle, passant devant les cottages aux fenêtres illuminées et le pub aux rires étouffés. Un autre chapitre, fermé, mais en entrant et en tournant la clé dans la serrure, elle comprit que même dans un village qui privilégie le silence, certaines histoires méritent d'être racontées. Et lorsqu'elles le sont, ce sont les voix les plus discrètes, celles qu'on attend le moins, qui parlent le plus fort. Chapitre 12. Les feuilles de thé ne mentent jamais. Dans la vie villageoise, peu de choses sont aussi sacrées qu'une tasse de thé. À Marlécombe, le thé était plus qu'un simple rafraîchissement. C'était à la fois une cérémonie, Une thérapie et un recueil de renseignements. et nulle part ailleurs ce rituel n'était plus systématiquement honoré qu'au cottage de Miss Jane Marple sur Church Lane. Ce mardi après-midi-là, Miss Marple était assise dans son salon, un pot de Darjeeling sur la table, 2 tasses disposées et une assiette de gâteau aux graines finement tranchées. Elle avait invité Madame Beryl Duckham à prendre le thé, non pas parce qu'elle avait particulièrement besoin de sa compagnie, mais parce que Madame Duckham était une bavarde nerveuse, douée pour les ragots et dont le mari siégeait au comité paroissial. Et Miss Marple, comme toujours, continuait à peaufiner les détails. « Un telle entreprise », déclara Madame Duckham en prenant sa 2e part de gâteau sans s'excuser, et dire que, pendant toutes ces années, nous avons pensé que M. Dean était simplement un oublieux, pas un criminel. Miss Marple hocha doucement la tête. Les apparences sont parfois trompeuses. J'ai toujours dit que ce sont les plus discrets qui tiennent les journaux les plus épais. Madame Duckham émit un rire scandalisé. Pourtant, poursuivit-elle en s'essuyant les lèvres avec une serviette,
C'est à Madame Emery que je ne peux m'empêcher de penser, tous ces déjeuners, ce médaillon en argent, et dire qu'elle était assise parmi nous avec sur sa conscience. Elle a payé cher son silence, a déclaré Miss Marple, et finalement c'est le silence qui a failli la briser, pas la culpabilité. Tu penses qu'elle restera au village? Ah, c'est possible. Répondit Miss Marple, mais je soupçonne qu'elle partira. Certaines histoires se referment sur elles-mêmes comme du lierre. Elle n'aime pas être observée trop longtemps. Madame Decam se pencha en avant, l'air conspirateur. Et la fille, celle de Florence. Helena Marsh, elle était très composée. Pas du tout le genre auquel je m'attendais. Miss Marple sourit faiblement. Le sang-froid est souvent cultivé par ceux qui ont été contraints de porter la honte des autres. Madame Decam cligna des yeux. Oh, oui, je suppose que c'est vrai. Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. Puis Madame Decam baissa les yeux vers sa tasse de thé. « Regarde ça, » dit-elle. « Mes feuilles de thé sont toutes au centre. On dit que ça annonce un voyage. » Miss Marple leva sa propre tasse et fit tournoyer doucement le reste du liquide. « D'après mon expérience, » dit-elle doucement, « les feuilles ne mentent jamais. Mais le sens est rarement évident. » Plus tard, dans la soirée, Miss Marple retourna au bureau, où son petit carnet, celui à la reliure bleue et au papier fin, était ouvert sur son bureau. Elle prit sa plume et commença son processus habituel de révision. Pour Miss Marple, les mystères n'étaient pleinement résolus qu'une fois couchés sur le papier, leur logique rendue claire et nette. Résumé de l'affaire, la confession du chandelier. Victime, Monsieur Crispin. Veille, cause du décès. Empoisonnement à la strychnine. Action rapide. Ingéré par voie orale. Suspecte principale. Initiale. Madame Helena Emery. Vrai. Meurtrier. Monsieur Félix Dean. Avocat-elle marqua une pause, son stylo planant au-dessus de la page, puis ajouta en dessous motif. Arthur Emery. Désir de faire taire Evelina Marsh et de préserver sa réputation et ses intérêts financiers. Hélène Emery. Complice par le silence, agit sous l'effet de la peur et du traumatisme et non par malveillance. Félix Dean, il a tué Val pour protéger son rôle dans la fraude financière et son rôle dans la dissimulation du meurtre d'Evelina. Indice clé. Le médaillon en forme de chandelier, contenant la confession écrite d'Arthur, les derniers mots de Val, le chandelier, colis anonyme contenant du poison envoyé à l'apothicaire. Les restes enterrés dans le cimetière. Les faux documents découverts dans les dossiers juridiques de Dean. Elle se rassit dans son fauteuil, satisfaite. Mais même maintenant, après que la vérité eut remonté à la surface et été soigneusement consignée, elle ressentait un frisson particulier, non pas celui du froid, mais celui d'une affaire inachevée. Il restait encore quelque chose, pas vraiment une question de fin de phrase, mais plutôt un malaise. Le lendemain matin, j'ai reçu une enveloppe par la poste, en papier crème épais avec un timbre de Florence et une adresse de retour soignée. C'était d'Helena. Chère Miss Marple, j'ai commencé à lire les lettres, lentement. Parfois, je m'arrête au milieu d'une phrase et je ne peux pas continuer pendant des heures. Mais je les lis. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pas seulement pour moi, mais pour ma mère. Pour avoir rappelé à ce village et à moi qu'elle existait, non pas comme un scandale ou un murmure, mais comme une personne. J'ai joint quelque chose que je pensais que vous souhaiteriez garder. Cela ne m'appartient pas, et peut-être n'appartient-il plus à personne désormais, mais j'ai l'impression que cela fait toujours partie de l'histoire. Merci beaucoup. Helena marchala l'intérieur de l'enveloppe, enveloppée dans un tissu doux, se trouvait le pendentif, le chandelier. Son argent brillait faiblement dans la lumière matinale. Miss Marple le retourna dans sa main.
Le petit trou de serrure était encore visible. Elle le testa. Le mécanisme fonctionnait parfaitement. Elle le déposa délicatement dans le tiroir de son bureau et le ferma à clé. Certains objets, elle le savait, n'avaient pas besoin d'être exposés. Il fallait les rappeler. Cet après-midi-là, le village célébra une fois de plus sa fête printanière. Les banderoles flottaient, le concours de confiture était âprement disputé et la chorale de l'église interpréta une version légèrement fade de toute chose lumineuse et belle. Miss Marple était présente, bien sûr. Elle était assise près de l'urne à thé avec son calme habituel. Vêtue d'une robe lavande pâle et d'un cardigan gris assorti au ciel, Madame Duckham s'est précipitée vers nous avec une assiette de scones. « Je vous le déclare, Miss Marple, » dit-elle. Tout cela commence à ressembler à nouveau à l'ancien Marleycombe. Miss Marple sourit. Peut-être, dit-elle. Mais je pense que nous apprenons à vivre avec nouveau Marleycombe. Un peu plus sage, Madame Duckham soupira joyeusement. Eh bien, j'espère que ce n'est pas trop sage. Je détesterais que tout le mystère disparaisse de la vie. Miss Marple sirotait son thé. Oh, ma chère, dit-elle. Le mystère ne disparaît pas de la vie. Il s'approfondit simplement. Et attends. Tout en parlant, elle regardait les villageois autour d'elle. Monsieur Cartwell riant avec Madame Finch autour d'un lemon kurde. La jeune Sarah Gilling sautillant entre les stands. Le révérend Alton goûtant des oignons marinés avec un sérieux inutile. Chacun d'eux porte en lui sa propre histoire, ses propres secrets. Marleycombe n'avait pas changé. Cela s'était révélé, et pour l'instant, c'était suffisant. Chapitre 13. Ce dont les horloges se souvenaient. La première pluie depuis des jours tombait doucement sur Marleycombe, faisant scintiller les toits tels des miroirs d'ardoise et laissant un parfum frais et verdoyant dans les haies. Pour la plupart des villageois, c'était le jour des feux de cheminée et des mots croisés. Mais pour Miss Marple, c'était le genre de temps qui aiguisait et calmait l'esprit, comme si l'air humide chassait les distractions. Elle avait pris l'habitude de revisiter ses carnets, non par incertitude, mais par habitude. Ce geste, celui de remettre chaque indice en ordre, lui apportait non seulement de la clarté, mais aussi une certaine satisfaction, comme tricoter le dernier rang d'un modèle complexe. Ce matin-là, cependant, elle fut interrompue. Le visiteur qui se présenta à sa porte était inattendu. Martin Creswell, l'apprenti de Crispin Vale. Il se tenait maladroitement sur le perron, des boucles humides collées à son front, serrant un sac en toile sous un bras. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple, » dit-il. « C'est juste que je pensais que vous devriez avoir ça. » Elle l'invita aussitôt à entrer et le conduisit au coin du feu, où une seconde chaise attendait toujours les invités inattendus. Martin travaillait à l'atelier de réparation d'horloges de Crispin Vale depuis près de 2 ans. C'était un jeune homme discret, souvent oublié dans le tourbillon des ragots du village. Mais Miss Marple l'avait toujours trouvé observateur. Il posa doucement le sac en toile sur le sol. « J'ai fait le ménage dans le magasin, » dit-il. « Ils vendent le bail le mois prochain. J'ai trouvé ça sous le plancher de l'atelier du fond. Je crois que M. Vale l'a caché là. » Miss Marple haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Martin ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois cabossé, semblable à un petit écritoire. Il défit le fermoir en laiton et souleva le couvercle. Il était rempli de montres. Pas des horloges, mais des montres de poche. Des dizaines d'entre eux. Chacune était soigneusement emballée dans du tissu, chacune étiquetée avec un bout de papier. Miss Marple en choisit une au hasard et lut le mot caché en dessous. Kranesmer, Emery, A. Ressort, réparé. 1929, mécanisme caché sous la plaque arrière. Elle en a pris un autre. Dean, F. Balancier trafiqué, note à l'intérieur du boîtier, détruit. Un troisième, Marche, E. Arrêté à 6h32, marque étrangère. Pas de retour. Miss Marple leva les yeux. Ce n'était pas seulement des montres. Martin hocha la tête.
Je crois qu'il les collectionnait. Pas par loisir, comme preuve. Elle a compris tout de suite. Vail, de nature précise et méfiante, avait consigné plus de choses que le village n'en savait. Il ne s'était pas contenté de réparer les horloges, il les avait lues. Et en elles, il avait conservé des secrets trop délicats pour être révélés à voix haute. Que pensez-vous qu'il voulait dire par « mécanisme caché » demanda-t-elle, sachant déjà. Martin hésita. Certaines montres de poche anciennes ont des faux fonds, des compartiments creux. Les contrebandiers les utilisaient parfois, ou... Des gens qui avaient besoin de cacher des choses. Miss Marple resta assise, très immobile. Il ne s'agissait pas simplement de choses cassées que M. Vail avait réparées, c'étaient des vérités qu'il avait cataloguées, préservées dans le fonctionnement du temps. Cet après-midi-là, Miss Marple alla rendre visite à l'inspecteur Frankly, qui avait désormais appris à ne plus être surpris lorsqu'elle arrivait avec un sac de révélations surprenantes. Il était assis en face d'elle, dans son bureau, Lisant les bouts de papier avec un étonnement croissant. Celui-ci dit « Fragment de confession ». main d'Emery brûlée, et celui-ci reçut Florentin coincé entre des rouages. Bon Dieu, il a vraiment été. Je collectionne une affaire. Il devait savoir qu'il était sur le point de se lancer dans une affaire plus grave qu'une simple querelle de village, dit Miss Marple, et il savait que cela pouvait le tuer. Alors il l'a stocké à l'endroit même où personne ne penserait à regarder, les objets qu'on lui apportait pour qu'il les répare. Frankly se frotta la mâchoire. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il était méthodique, prudent. Il avait probablement prévu de tout révéler d'un coup, peut-être aux autorités. Mais il a attendu trop longtemps. Et Dean a frappé le premier. L'inspecteur secoua lentement la tête. Et pourtant, il a laissé la vérité derrière lui. Dans des horloges, Miss Marple regarda vers la fenêtre, où la pluie continuait de tomber en longues lignes droites. « Le temps, dit-elle doucement, est rarement clément. Mais il se souvient. Dans les jours qui suivirent, le contenu du coffret fut examiné minutieusement. 2 des montres contenaient de minuscules billets, pliés de façon infime et glissés dans les faux compartiments. L'un était un fragment de lettre d'Arthur Emery, une version de la confession différente de celle trouvée dans le médaillon. L'autre était un reçu de virement bancaire. Daté de la semaine même de la disparition d'Evelina Marsh. Tous deux ont confirmé ce que Miss Marple avait déjà déduit. Mais même ainsi, Ils avaient du poids. La preuve a fait ce que les murmures n'ont pas pu faire. Grâce à ces nouveaux éléments, la couronne a officiellement classé l'affaire. Les accusations portées contre Félix Dean ont été aggravées et incluent désormais la complicité de meurtre et la falsification de documents financiers. Madame Emery a été blanchie de toute responsabilité pénale, mais a été officiellement blâmée pour son silence. Elle a quitté Marleycombe 2 jours plus tard, discrètement et sans dire au revoir. Helena envoya une autre lettre de Florence, brève mais résolue. Il pensait pouvoir survivre à la vérité. mais le temps et des gens comme M. Vail en avaient décidé autrement. Miss Marple l'a lu à voix haute à l'inspecteur pendant le thé. Il a grogné et a demandé un autre scone. Le dernier dimanche du mois, Un service spécial a eu lieu à l'église, ni funérailles, ni inauguration, mais un moment de reconnaissance collective. Le vicaire a lu un passage de l'Ecclésiaste. Il y a une saison pour tout, et parlait doucement de renouveau. d'honnêteté et de ceux qui portaient des fardeaux trop longtemps. Miss Marple était assise au fond, Son chapeau enfoncé, écoutant sans avoir besoin de voir. Autour d'elle, les villageois se redressaient. Certains pleuraient, d'autres fixaient simplement le vide. mais tous entendaient. Par la suite, M. Cartwell lui a proposé de la ramener chez elle dans sa voiture. C'est une histoire, celle-là. dit-il en donnant un coup de main aux reines. « Tu seras digne d'un livre. » Miss Marple hocha la tête. Et pour les horloges, il rit. « Je suppose que nous devons à M. Vail plus que nous ne le pensions. Nous le savons,
dit-elle. Il nous a redonné la vérité, par tic-tac. Ce soir-là, de retour dans son salon, Miss Marple se versa un verre de xérès, un plaisir rare, et s'assit près de la cheminée avec son tricot. Sur la cheminée, la vieille horloge de carrosse en laiton sonnait 7 heures. Elle avait été réparée par Crispin Vail des années auparavant. Et maintenant, elle comprenait. Peut-être avait-il aussi laissé quelque chose à l'intérieur. Elle attrapa l'horloge, la tourna doucement et passa ses doigts le long du panneau arrière. Un clic. Un panneau s'est desserré à l'intérieur. Caché derrière le mécanisme se trouvait une note finale. Pour Miss Marple, s'ils me font taire, suivez le temps, il ne ment jamais. CV, elle le plia lentement, le remit dans sa cachette et réinitialisa le panneau. Certaines Vérité n'avait pas besoin d'être partagées, certains étaient simplement destinés à être détenues en toute discrétion par ceux qui les avaient méritées. Chapitre 14. Le silence dans le beffroi. Extrait de Miss Marple et la confession du chandelier. Nombre de mots. De sens le village de Marlécombe avait toujours rythmé ses journées par le son des cloches de l'église. Les offices du matin, les funérailles, les mariages, le temps qui passe, tout était rythmé par la voix familière du clocher, perché au-dessus de la nef et des chevrons sculptés de sainte Winifred. C'était un son réconfortant, solide et prévisible. Mais maintenant, pour la première fois de mémoire d'homme, la cloche s'était tue. Le vicaire avait invoqué un défaut mécanique, lié au mécanisme de sonnerie, usé par des années d'utilisation. Mais Miss Marple soupçonnait le contraire. Parfois, le silence n'était pas un symptôme, c'était un message. Le premier dimanche, après la clôture officielle de l'enquête sur le meurtre de Vail, Mademoiselle Marple se rendit à l'église comme d'habitude, assise à 3 bancs du fond. L'absence de cloche avait jeté un étrange silence sur l'assemblée. Personne n'en parla à voix haute, mais l'absence de ce ton sonore avant le chant d'ouverture laissa chacun vaguement perplexe. Ce n'est qu'après le service, alors que les robes du vicaire bruissaient devant les derniers bancs et que l'odeur de l'encens s'estompait, que Miss Marple se tourna vers le révérend Alton et dit « Je me demandais si je pouvais jeter un œil dans le clocher. » Il cligna des yeux. Beffroi ?»« Oui, dit-elle aimablement. Je crois qu'il est temps que quelqu'un le fasse. » L'échelle menant à la tour était plus étroite que dans ses souvenirs. Des barreaux de bois raides s'élevaient en spirale si serrée qu'on aurait dit un trou de serrure. Mais le vicaire insista pour y aller le premier, s'élevant avec une détermination bon enfant. Au sommet, l'air était différent, froid, sec et empreint d'une odeur de corde ancienne. La cloche elle-même, coulée en 1743 et baptisée Gloria, était suspendue au-dessus d'eux dans son support en bois, parfaitement intacte. « Eh bien, » dit le vicaire en s'épongeant le front, « aucun signe de dommage, n'est-ce pas ?» Miss Marple ne dit rien. Elle fit le tour de la petite pièce de la tour, les yeux en alerte. Un renfoncement carré dans le mur de pierre attira son attention. Il avait peut-être autrefois abrité des outils. Il contenait maintenant autre chose. Un dossier relié en cuir, caché derrière une planche mal fixée. Elle le tira doucement. Le vicaire se pencha plus près. Mais qu'est-ce que... À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents pliés. Des schémas, des reçus, des pages d'un journal intime. Miss Marple les feuilleta une à une. Là, en petits caractères méticuleux, se trouvait le dernier volet de l'enquête de Crispin Vail. « Ce sont des notes, » dit-elle. Des notes d'horlogerie, des schémas d'engrenage, une liste de noms. La plupart sont locaux. Elle tourna la page vers une page volante intitulée « Silent Instruments », là où le temps trahit la vérité. Le vicaire siffla dans sa barbe. Il les cachait ? Non, murmura Miss Marple. Il les protégeait. C'étaient ses archives. Une sorte de mémoire mécanique. Et il les a placées ici, dans le clocher, car c'était le seul endroit du village où personne ne pensait jamais se rendre, sauf en cas d'obligation. Elle regarda à nouveau la liste des noms. Certains étaient familiers. Arthur Emery, Félix Dean,
Helena Emery, mais d'autres ne l'étaient pas. C. Redford, J. Alcott, et Marsh. Elle fronça les sourcils. Certains d'entre eux viennent de l'extérieur du village. Le vicaire lui prit doucement le dossier et s'assit sur le bord de l'estrade. « Tu penses que Vail savait que ça serait découvert ?» Miss Marple esquissa un sourire triste. « Je crois qu'il espérait. Je crois qu'il savait qu'il ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour raconter toute l'histoire lui-même, mais il espérait que quelqu'un se soucierait suffisamment de lui pour la terminer. » Au-dessus d'eux, la cloche grinçait faiblement sous l'effet du vent qui s'engouffrait dans les hautes ouvertures de la tour. En contrebas, le bruit des fidèles qui se dispersaient flottait comme un chant d'oiseaux. « Je veillerai à ce qu'il soit préservé, » dit le vicaire, et partagé si nécessaire, mais avec précaution. Le village est encore en train de guérir. Miss Marple hocha la tête. Parfois, la vérité mérite une voix plus douce. Cet après-midi-là, la cloche sonna à nouveau. Un seul coup de son retentissant sur les toits, comme un battement de cœur revenu. Miss Marple était assise à sa fenêtre, tandis que le bruit parcourait les haies et les chaumières, résonnait sur la colline et roulait doucement dans l'air. Quelques voisins sortirent, à la fois perplexes et réconfortés. Personne ne savait exactement pourquoi la sonnerie avait retenti, mais tout le monde en a ressenti le sens. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, mais avec un cachet de Florence. La main d'Helena, toujours soignée, assurée. « Chère Miss Marple, j'ai trouvé du travail en cataloguant des instruments anciens dans un musée ici. Ça me semble juste d'une certaine manière. Préserver des objets anciens, comprendre les histoires inscrites dans le laiton, le bois et le temps. J'ai également rencontré un éditeur. Il est intéressé par le manuscrit. J'ai changé le titre. Cela s'appelle « La cloche qui gardait un secret ». Ils m'ont demandé si c'était un mystère de meurtre. Je leur ai dit non, c'est un mystère de la mémoire. Amour. Hélène Miss Marple sourit. Plus tard dans la semaine, elle fit une dernière visite au cimetière. Le printemps était bien là. Les jonquilles encombraient les pierres tombales. Les abeilles s'activaient dans l'if du cimetière. Elle apporta des violettes fraîches et les déposa sur la tombe d'Evelina Marsh. Personne ne se repose facilement sans la vérité, dit-elle à voix haute, en rangeant délicatement les fleurs sous les lettres gravées. Mais vous pouvez maintenant. Du coin de l'œil, elle aperçut Helena et Mary debout au bord du chemin, les mains gantées, serrées. Leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Helena hocha la tête. Miss Marple lui rendit son geste. Aucun mot ne fut échangé. Aucun n'était nécessaire. Certaines histoires ne se terminent pas par des phrases finales, mais par des remerciements silencieux. À travers des distances qui ne sont pas entièrement géographiques. De retour à la maison, Miss Marple prit sa théière. Le reste de l'assam, fort, fut versé dans une tasse en porcelaine bleue. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge sur la cheminée. Tic-tac, précise, inchangée, et s'autorisa un instant à penser à Crispinval, de la façon dont il avait vu ce que les autres avaient manqué, de la façon dont il avait catalogué des vies à travers des rouages et des engrenages. Comment? Un homme aux habitudes tranquilles. Et aux mains prudentes avait tiré le fil qui dénouait le silence. Et comment, en fin de compte, ce n'est pas le scandale ou le crime qui a défini l'histoire, mais la persistance de la vérité et le temps. Toujours le temps.